On a tous déjà utilisé le mot Odyssée, pas vrai, pour parler d'un long voyage, d'une grande aventure. Mais au fond, d'où vient ce mot? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, une odyssée, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, la définition est assez claire. C'est un long, très long voyage. Mais ce n'est pas tout. C'est surtout un voyage rempli d'aventures, de péripéties, d'imprévus. C'est vraiment l'idée d'une épopée, d'un périple qui change une vie. Et ce mot, il ne sort pas de nulle part. Non, non. La toute première Odyssée, l'originale, celle qui a donné son nom à toutes les autres, c'est l'histoire d'un héros de la mythologie grecque, un certain Ulysse. Et quand on parle d'un long voyage, on ne plaisante pas. Pour rentrer chez lui, dans son royaume d'Ithaque, et retrouver sa famille, il ne lui a pas fallu quelques semaines. Il lui a fallu 10 ans. 10 ans! C'est juste incroyable. 10 années à errer sur les mers, après une guerre qui avait déjà duré une éternité. Heureusement pour nous, cette histoire folle, on la connaît dans les moindres détails. Elle a été racontée il y a des milliers d'années par le poète Homère, dans une œuvre monumentale qui porte justement ce nom, l'Odyssée. D'accord, mais alors, qui est-il vraiment, cet Ulysse? Qu'est-ce qui le rend si spécial pour que son histoire traverse les siècles comme ça? Alors Ulysse, ce n'était pas le héros classique tout en muscles. C'était un roi, oui, très respecté pour sa sagesse et son courage. Mais sa véritable marque de fabrique, son super pouvoir si on veut, c'était son intelligence. On le décrivait comme étant rusé. C'est-à-dire qu'il était capable de trouver des solutions incroyablement astucieuses quand tout semblait perdu. Ok, donc c'est un roi, il a une famille, un royaume. La question se pose, qu'est-ce qu'il faisait si loin de chez lui au départ? Pourquoi n'était-il pas tranquillement sur son trône? Eh bien la raison est simple, et c'est un événement absolument mythique, la guerre de Troie. Ulysse n'était pas parti en vacances, il était parti se battre. Alors, comment tout ça a commencé? Eh bien, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est l'enlèvement de la belle Hélène par Paris, un prince de Troie. Forcément, ça n'a pas du tout plu aux Grecs. Du coup, tous leurs rois, Ulysse y compris, ont pris leur bateau et sont allés assiéger la ville de Troie. Et ce siège n'a pas duré quelques jours, il a duré 10 longues années. 10 ans de guerre, la situation était complètement bloquée. Et qui va trouver la solution de génie pour enfin en finir? C'est Ulysse, bien sûr. C'est lui qui a eu cette idée folle mais brillante du cheval de Troie. Une ruse incroyable qui a permis aux Grecs d'entrer dans la ville et de gagner la guerre. Voilà, la guerre est finie, les Grecs ont gagné. On pourrait se dire, super, tout le monde rentre à la maison. Eh bien, pas si vite. Pour Ulysse, le pire était encore à venir. C'est là que le vrai mystère de son histoire commence. Et le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a tous les autres héros grecs qui, la guerre terminée, mettent le cap sur la maison. De l'autre, on a Ulysse. Lui, il n'a pas le droit de rentrer. Il est condamné à errer sur la mer. Quand on met les choses bout à bout, le chiffre est vertigineux. Il y a d'abord eu 10 ans pour la guerre de Troie. Et ensuite, 10 autres années juste pour le voyage du retour. Ça fait 20 ans au total. 20 ans loin de chez lui. C'est une vie entière. Ce qui nous amène à la grande question, celle qui est au cœur de toute l'Odyssée. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi ce héros victorieux et intelligent a-t-il été puni de la sorte? Pourquoi a-t-il été condamné à errer sur les mers, loin de sa terre, de sa femme Pénélope et de son fils Télémaque qu'il avait à peine connu? Eh bien, la réponse, c'est la colère d'un dieu. Pour sauver ses hommes, Ulysse a dû aveugler le cyclope Polyphème. Le problème, c'est que Polyphème était le fils de Poséidon, le dieu de la mer en personne. Furieux, Poséidon a déchaîné sa colère sur Ulysse, transformant son retour en une épreuve inhumaine de 10 ans. Et c'est cette lutte contre la volonté divine, contre les monstres et les tempêtes, qui est devenue l'une des plus grandes aventures jamais racontées. Allez, aujourd'hui, on plonge directement dans les premiers instants d'un récit absolument mythique, l'Odyssée. On part sur le mont Olympe, là où le destin d'un héros, perdu depuis bien trop longtemps, est sur le point d'être scellé. Imaginez un peu le contexte. Ça fait 10 ans, 10 longues années que la guerre de Troie est terminée. Tous les héros grecs, les vainqueurs, sont rentrés chez eux. Enfin, tous? Non, pas tout à fait. Il en manque un, et pas des moindres, le grand Ulysse. Il erre, il souffre, loin de sa patrie. Mais tout ça pourrait bien changer, parce que tout là-haut, les dieux eux-mêmes s'apprêtent à entrer en scène. Et nous voilà transportés au cœur de l'action, sur l'Olympe en pleine assemblée divine. C'est là qu'une figure se détache. Athéna, la déesse aux yeux étincelants. C'est elle qui va prendre la parole pour défendre ce héros que tous semblent avoir oublié. Et ses premiers mots sont incroyablement forts. Elle dit « Quand je pense à Ulysse, mon cœur se fend ». C'est une phrase qui change tout. Ça nous montre que ce n'est pas juste une réunion politique entre dieux. Non, il y a de l'émotion. C'est personnel, c'est viscéral. Mais alors, quelle est sa situation concrètement? D'un côté, il y a le souhait le plus cher d'Ulysse, revoir sa terre natale, même si ça doit lui coûter la vie.
Et de l'autre, il y a sa geôlière, la nymphe Calypso. Elle le retient prisonnier, elle l'envoûte avec ses mots tendres pour qu'il oublie tout, pour qu'il oublie Ithaque. Et là, Athéna, elle ne passe pas par quatre chemins. Elle s'adresse directement au patron, à Zeus, et elle le met au défi. « Maître de l'Olympe, ton cœur est-il donc insensible? Pourquoi tant de rancune ?» C'est une question d'une audace folle. Elle le confronte devant tout le monde. Alors que va répondre Zeus? Eh bien, sa réponse arrive très vite, et c'est là qu'on va enfin comprendre quel est le véritable obstacle qui empêche Ulysse de rentrer chez lui. Zeus répond « Comment pourrais-je oublier le divin Ulysse, lui qui surpasse tous les mortels par son intelligence ?» En gros, il se défend. Le problème, ce n'est pas lui. Au contraire, il admire Ulysse. Le blocage, il vient d'ailleurs. Et voilà l'obstacle, le vrai méchant de cette histoire, Poséidon. L'ébranleur du sol, le dieu de la mer en personne. Et il est absolument fou de rage. Mais pourquoi? Pourquoi toute cette colère? En fait, c'est une simple histoire de cause à effet. Premièrement, l'acte, Ulysse a aveuglé le cyclope Polyphème. Deuxièmement, le lien familial. Il se trouve que Polyphème est le fils de Poséidon. Et troisièmement, la conséquence, une haine tenace qui condamne Ulysse à errer sans fin sur les flots. On arrive maintenant au tournant de cette assemblée divine. C'est le moment où la vengeance personnelle d'un seul dieu va devoir plier face à la volonté de tous les autres. C'est une règle d'or sur l'Olympe, et Zeus l'énonce clairement. Un dieu, tout seul, ne peut pas s'opposer à la volonté de tous les autres dieux réunis. La colère de Poséidon, aussi terrible soit-elle, arrive à sa fin. La décision est donc prise, et Zeus met immédiatement le plan en marche. Le messager des dieux, Hermès, va être envoyé voir Calypso. Sa mission, lui transmettre la décision irrévocable des dieux. Les souffrances d'Ulysse, c'est terminé. Il doit pouvoir rentrer chez lui. Bon, son retour est maintenant acté, c'est son destin. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Le chemin du retour sera une épreuve à part entière, un voyage semé d'embûches qu'il devra surmonter sans aide divine. Et Zeus est très précis sur les étapes de ce voyage. D'abord, il devra se construire un radeau, de ses propres mains. Ensuite, il endurera 20 jours de souffrance en mer. Après ça, il arrivera enfin sur la terre des Phéaciens. Et ce sont eux, et eux seuls, qui le ramèneront dans sa patrie. Ces épreuves sont donc loin, très loin d'être finies. Et là, il y a une sorte d'ironie du sort, c'est assez fascinant. S'il était rentré directement de la guerre, il aurait eu sa part du butin, bien sûr. Mais grâce à ce détour imposé par le destin, les Phéaciens vont le couvrir de cadeaux. De l'or, du bronze, des vêtements, bien plus de richesses qu'il n'aurait jamais pu en rapporter de Troie. Et tout ça nous mène à la conclusion, à la seule vérité qui compte dans cette histoire. Son destin, c'est ça. Revoir ce qu'il aime, retrouver sa maison au toit élevé, et enfin poser le pied sur la terre de sa patrie. Ce qui nous laisse avec la grande question qui va résonner tout au long de l'épopée. Est-ce que le destin est plus puissant que la colère d'un dieu? C'est tout le dilemme qui est au cœur de cette aventure incroyable. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des évasions les plus incroyables de toute la mythologie, celle du héros Ulysse coincé sur l'île paradisiaque de la déesse Calypso. Posez-vous juste la question une seconde. Et si le paradis, c'était en fait une prison? C'est pile le dilemme dans lequel se trouve notre héros. Et c'est ce qui rend toute cette histoire si poignante. Alors notre histoire, elle commence comment? Eh bien, comme très souvent dans la mythologie grecque, tout part d'une intervention des dieux. Un message qui vient de l'Olympe et qui va absolument tout faire basculer. Il faut dire que cette île, c'est un véritable paradis pour les sens. Imaginez un peu l'odeur du cèdre et du thuya qui crépite dans le feu. Et puis il y a le chant de Calypso, complètement envoûtant. Une forêt dense, pleine de vie, avec le chant des oiseaux, une vigne qui ploie sous le poids des raisins, et même 4 sources d'eau pure. C'est vraiment l'endroit parfait. Et c'est là, dans ce décor de carte postale, que débarque Hermès, le messager des dieux. Mais voilà, ce paradis a une face cachée, bien plus sombre. Pour Calypso, c'est le rêve, l'immortalité, la jeunesse éternelle, son amour. Mais pour Ulysse, c'est un cauchemar. Lui, il ne rêve que d'une chose, sa vie de mortel. Il passe ses journées les yeux, je cite, baignés de larmes, rongés par un désir fou de rentrer chez lui. Et le message d'Hermès, il est on ne peut plus clair. C'est direct, sans détour. Zeus t'ordonne de le renvoyer et sans attendre. Il n'est pas écrit qu'il doit mourir ici, loin de son peuple. Voilà, c'est un ordre des dieux, et ça ne se discute pas. Alors comment réagit Calypso à tout ça? On s'en doute, elle ne le prend pas très bien. Cette annonce, ça déclenche une confrontation vraiment intense, pleine d'émotions. Et sa réaction, elle est carrément explosive. Elle éclate. « Oh, vous les dieux, vous êtes tellement cruels, injustes, jaloux !» En fait, elle les accuse d'être des hypocrites.
Elle leur reproche de s'énerver quand une déesse aime un mortel, alors qu'eux, les dieux, ne se gênent jamais pour faire la même chose. Mais bon, malgré sa colère, Calypso finit par céder. Elle va voir Ulysse et lui dit qu'il peut partir. Sauf que Ulysse, c'est Ulysse, le rusé. Il se méfie. Est-ce que c'est une offre sincère ou est-ce qu'il y a un piège quelque part? Du coup, il lui demande de prêter serment, juste pour être sûr. C'est un peu sa dernière cartouche. Calypso essaye une dernière fois de le convaincre. D'un côté, elle lui offre le package complet. Reste, tu seras immortel. Et puis, franchement, je suis bien plus belle que n'importe quel mortel. Mais de l'autre, Ulysse ne bouge pas d'un iota. Sa réponse est claire. Peu importe les souffrances, je rentrerai. C'est ma femme que je veux retrouver. Bon, la décision est prise. Ulysse a fait son choix. Il quitte ce paradis qui était une prison. Mais c'est pour tomber directement dans un nouvel enfer. Parce que maintenant, il va devoir affronter la colère de Poséidon. Et c'est là qu'on voit à quel point Ulysse est ingénieux. Le type, en 4 jours seulement, il se fabrique un bateau. Il abat des arbres, il construit un radeau bien large, il dresse un mât avec une toile que Calypso lui a donnée et lui fournit même de la nourriture et de l'eau pour la traverser. Et le voilà parti. Pendant 17 jours, 17 longs jours, il navigue, le vent dans le dos, en se repérant seulement grâce aux étoiles. C'est la première fois depuis si longtemps qu'il ressent ce que c'est d'être libre. Mais évidemment, ce moment de calme ne pouvait pas durer. Parce que pendant tout ce temps, il y a un dieu qui l'observe de loin. Et ce dieu, bien sûr, c'est Poséidon, son pire ennemi. Quand il voit Ulysse s'échapper, il entre dans une rage folle. Les dieux ont changé la vie, hein? Eh bien moi, je veux qu'il goûte encore un peu au malheur. Et là, on sait que ça va très très mal se passer pour Ulysse. Et c'est là que ça devient vraiment intense. On entre dans la phase de survie pure et dure. Ulysse, seul face à l'océan en furie. Poséidon ne fait pas dans la demi-mesure. Il lâche tous les vents. Le ciel devient noir. Une vague gigantesque frappe le radeau. Le mât, il se brise en deux. Et Ulysse, lui, est projeté par-dessus bord. Au milieu de ce chaos total, Ulysse craque. Il est au bout du rouleau. Il crie son désespoir. « J'aurais tellement mieux fait de mourir à Troie, sous les lances des Troyens. Au moins j'aurais eu une sépulture et on aurait chanté ma gloire. Mais là, c'est une mort misérable qui m'attend. » Alors qu'il s'accroche comme il peut à un morceau de son radeau, une autre déesse lui apparaît, Ino. Elle lui propose un voile magique pour le protéger. Mais il y a une condition. Il doit lâcher ce qui lui reste de son bateau. La question est terrible. Est-ce qu'on lâche son seul appui concret pour une promesse, aussi divine soit-elle? Finalement, il accepte. Et pendant 2 jours et 2 nuits, il dérive au milieu de cet océan déchaîné. Il frôle la mort à chaque seconde. C'est une épreuve d'endurance qui dépasse l'imagination. Enfin, au bout du 3e jour, le soleil se lève. Ulysse a survécu. Il a survécu à la tempête. Il aperçoit la terre, mais ce n'est pas encore gagné. Loin de là. Et là, c'est l'ironie la plus terrible qui soit. Il voit la terre, il peut presque la toucher. Mais la côte, c'est une muraille de rochers pointus, de récifs. Il n'y a nulle part où accoster. Pas la moindre petite plage pour se mettre en sécurité. Une vague finit par le jeter violemment contre les rochers. Il s'y agrippe de toutes ses forces. Et là, le texte nous donne une image d'une violence incroyable. La peau de ses mains s'arrache et reste collée au rocher, comme les caillots qui s'accrochent aux tentacules d'une pieuvre. C'est d'une puissance folle. C'est là qu'il reçoit une dernière aide des dieux. C'est Athéna, sa protectrice, qui lui souffle l'idée de nager le long de la côte. Il finit par trouver l'embouchure d'un fleuve. À bout de force, il supplie le dieu du fleuve d'avoir pitié. Et miracle, le courant se calme, lui laissant le passage. Il arrive enfin à se hisser sur la rive. Il s'écroule, le corps tout gonflé, sans même la force de parler. Mais il est vivant. Il a survécu. Et on termine avec cette question en suspens. Ulysse s'est échappé d'un paradis qui était une prison. Il a survécu à la colère d'un dieu, à la folie de l'océan. Mais maintenant qu'il est là, échoué, après tout ça, quels autres dangers peuvent bien l'attendre sur une côte qui a l'air, comme ça, toute tranquille? C'est en fait le tout début du chapitre suivant de son Odyssée. On plonge aujourd'hui dans un moment vraiment clé de l'Odyssée. Imaginez un peu la scène. Ulysse, après un naufrage terrible, se retrouve seul, nu, complètement démuni. Et là, pour sa survie, ce n'est pas sa force de guerrier qui va compter, non, c'est son intelligence, sa ruse. Il va devoir jouer la partie la plus fine de sa vie, transformer une rencontre qui s'annonce hyper dangereuse en une porte de sortie, une chance de revenir dans le monde des hommes. Allez, on y va. Alors, première étape, le réveil du survivant. Après avoir dérivé pendant des jours, Ulysse est échoué on ne sait où. Et son salut, eh bien, ça commence avec un simple son. Un bruit complètement inattendu sur cette plage inconnue, un son qui va absolument tout changer. Hélas, où suis-je? Voilà ses premiers mots.
On sent toute l'angoisse, le désespoir. Il est complètement perdu. Et puis, il entend des voix de jeunes filles. Et là, tout de suite, son cerveau de stratège s'allume. Qui sont-elles? Des créatures divines? Des nymphes? Ou de simples mortels? Parce que bien sûr, toute sa stratégie va dépendre de la réponse. Et là, le contraste est incroyable. D'un côté, on a Ulysse, l'incarnation même du chaos et de la misère. Et de l'autre, à quelques mètres à peine, c'est une scène de pure innocence, de tranquillité. La princesse Nausicaa, la fille du grand roi Alcinous, qui joue tranquillement avec ses servantes, sans se douter une seule seconde du drame humain qui se trouve juste à côté. Et bien sûr, c'est le moment où les dieux entrent en jeu. Ce n'est pas du tout un hasard, non. C'est Athéna, la grande protectrice d'Ulysse, qui est à la manœuvre. C'est elle qui fait dévier la balle. Un petit lancer manqué, un cri de surprise des jeunes filles, et hop, le destin d'Ulysse vient de basculer. On entre alors dans le deuxième temps, la rencontre au bord du fleuve. Et là, c'est un véritable choc des mondes. D'un côté, l'homme à l'état sauvage, presque une bête, brisée par la mer. De l'autre, la jeunesse, la noblesse, l'innocence. C'est un moment de tension palpable. Il faut bien se représenter son apparence, c'est capital. Homère le compare à un lion des montagnes, affamé, dangereux. Il sort des fourrés, complètement nu, le corps rongé par le sel, et il essaye de se cacher avec une malheureuse branche feuillue. Ce n'est plus le roi d'Ithaque, c'est une créature, une bête sauvage. Et la réaction, évidemment, elle est immédiate. C'est instinctif, c'est la panique totale. Les servantes, elles ne cherchent même pas à comprendre. Elles voient cette apparition effrayante, et elles partent en courant, se dispersant dans tous les sens. Mais Nausicaa, elle ne bouge pas. Et ce n'est pas juste du courage, attention. Le texte est très clair là-dessus. C'est Athéna qui intervient et qui lui insuffle une audace divine, qui chasse la moindre trace de peur. Alors elle reste là, droite, immobile, face à cet homme qui a tout d'une créature sauvage. Troisième partie, et c'est le moment crucial, la langue d'argent d'Ulysse. Il n'a plus rien. Plus d'épée, plus d'armure. Sa seule arme, ce sont ses mots. Et il a une fraction de seconde pour trouver la phrase juste, la seule qui peut transformer la terreur qu'il inspire en pitié. Alors, dans sa tête, c'est un calcul tactique hyper rapide. Option 1, s'approcher, se jeter à ses genoux. Mauvaise idée. Avec son apparence, il risque de la terrifier. Option 2, rester à distance et tout miser sur la puissance de ses mots. C'est ce qu'il choisit, la prudence et des paroles qu'il espère aussi douces que le miel. Et là, quelle ouverture, c'est un coup de génie tout simplement. « Reine, je suis à tes genoux, es-tu femme ou déesse ?» Il commence par une flatterie monumentale, il la hisse au rang d'une déesse, et lui, il se met tout en bas, en humble suppliant. C'est brillant. En une phrase, il vient de désamorcer toute la situation. Et tout son discours est un modèle de persuasion. D'abord, il la flatte sur sa beauté. Ensuite, il expose sa situation, son malheur, sans se plaindre. Et enfin, il formule sa demande. Et c'est là que c'est très fort. Il demande 3 fois rien. Des indications pour trouver la ville, un bout de tissu pour se couvrir et un peu de pitié. Il ne demande pas de richesse. Ce qu'il demande, en fait, c'est de redevenir un être humain. C'est un appel direct à sa noblesse de cœur. Maintenant, la balle est dans le camp de Nausicaa. Et attention, sa réponse va nous montrer qu'elle n'est pas juste une jeune princesse impressionnée. Non, elle est à la hauteur. En termes d'intelligence, elle est l'égale d'Ulysse. Écoutez un peu sa réponse. C'est un mélange parfait de sagesse et de sang-froid. Elle lui dit en gros « Étranger, tu n'as pas l'air d'être un méchant homme ou un idiot. Si Zeus t'a envoyé ces malheurs, eh bien il faut les accepter. C'est incroyable de maturité. » Elle voit au-delà de la bête, elle reconnaît l'homme noble. Et en même temps, elle est très pragmatique sur le rôle des dieux et du destin. Et elle ne s'arrête pas aux belles paroles. Elle agit. Elle se tourne vers ses servantes qui sont encore terrorisées et elle les remet en place. Elle leur rappelle leur devoir, le devoir sacré d'aider un naufragé. C'est une vraie chef. C'est elle qui prend les choses en main sans hésiter. Et on arrive à la 5e partie, la métamorphose. C'est le moment où la bête redevient un dieu, grâce à Nausicaa, oui, mais aussi, encore une fois, avec un petit coup de pouce magique d'Athéna. Le avant-après est juste spectaculaire. Ulysse se lave dans le fleuve, il se débarrasse de cette croûte de sel qui le défigurait, il met les vêtements propres que Nausicaa lui a donnés, et là, Athéna intervient une dernière fois. Pouf, elle le rend plus grand, plus musclé, elle lui donne une chevelure magnifique. L'homme qui ressemblait à un lion ressemble maintenant à un dieu. Et Nausicaa, en le voyant, elle est bouche bée. Elle se tourne vers ses servantes et elle leur dit « Tout à l'heure, cet homme me faisait horreur. Maintenant, il ressemble au dieu. » C'est un retournement complet. Elle est tellement sous le charme qu'elle va même jusqu'à murmurer qu'un homme comme ça, elle en voudrait bien comme mari.
Dernière étape de cette rencontre, le plan pour l'avenir. Parce que oui, Ulysse est sauvé de la mort, mais il n'est pas encore au bout de ses peines. Le prochain obstacle, ce n'est pas un cyclope ou une sirène, c'est bien pire. C'est le qu'en dira-t-on, la rumeur. Et c'est là qu'on va voir encore une fois l'intelligence de Nausicaa. Le problème est simple, mais de taille. Nausicaa est une princesse, jeune, à marier. Si elle arrive en ville en compagnie d'un bel étranger inconnu, même s'il a l'air d'un dieu, les rumeurs vont démarrer au quart de tour. Les mauvaises langues vont s'en donner à cœur joie. Elle doit absolument protéger sa réputation. Du coup, elle élabore un plan super malin, très prudent. Elle lui donne des instructions très précises. D'abord, il devra la suivre de loin, à distance, pendant qu'elle retourne en ville avec son chariot. Ensuite, il devra attendre dans un petit bois sacré, juste à l'extérieur des remparts. Il la laisse rentrer tranquillement au palais, et seulement après, lui, il entrera seul en ville pour demander son chemin. C'est d'une maturité sociale incroyable pour une si jeune fille. La première partie du plan est un succès. Mais Ulysse, lui, sait que le plus difficile est encore à venir. Alors, comme Nausicaa lui a conseillé, il s'arrête dans ce bois sacré et il fait une prière intense à Athéna, sa protectrice. Il a trouvé une alliée précieuse. Maintenant, il faut qu'il arrive à se faire accepter par tout un peuple. Au final, Ulysse a remporté une bataille décisive. Son intelligence, alliée à la noblesse d'esprit de Nausicaa, a fonctionné. Il a transformé une situation désespérée en une promesse de salut. Mais le vrai test, l'épreuve finale, l'attend derrière les portes du palais. Séduire une princesse, c'est une chose. Convaincre un roi et tout son peuple, c'en est une autre. La grande question reste entière. Est-ce que son incroyable coup de bluff va suffire pour le sauver ? On va se plonger dans une scène assez incroyable. Imaginez un étranger qui a tout perdu dans un naufrage et qui débarque seul dans une cour somptueuse. Il ne lui reste plus rien à part son intelligence. C'est le début d'une des épreuves les plus fines de toute la mythologie. Et ça, c'est toute la question. Comment est-ce qu'on peut bien montrer qui on est vraiment quand on est dépouillé de tout ? On va voir ensemble comment le légendaire Ulysse va devoir affronter une série d'épreuves pour enfin espérer rentrer chez lui. C'est un test de caractère bien plus qu'une simple question de survie. Alors, le premier test, il commence dès l'instant où Ulysse met un pied dans la ville, guidé par la déesse Athéna elle-même. Et ce premier défi est absolument crucial. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de tester sa force, mais son intelligence sociale. Pour le héros qui a quand même conquis Troie par la ruse, la première étape du retour, c'est de prouver son humilité. Athéna lui donne donc 3 consignes très claires, une sorte de mode d'emploi pour s'en sortir face aux Phéaciens qui sont très méfiants. Et le point le plus important, c'est le 3e. Il doit aller voir la reine d'abord, pas le roi. C'est elle, arrêtée, qui détient la clé de son succès. C'est très stratégique. Et c'est là que la magie opère. Athéna l'enveloppe d'une brume divine, un brouillard qui le rend complètement invisible. Ulysse traverse donc la cour, passe au milieu de tous ces gens stupéfaits qui ne le voient pas, et il se dirige droit vers le trône. Au moment précis où il s'agenouille devant la reine arrêtée, la brume se dissipe d'un coup. Et là, tout le monde découvre cet étranger à l'allure misérable qui implore humblement de l'aide. L'effet est absolument théâtral, c'est une entrée en scène spectaculaire. Et voilà, premier test réussi. En s'adressant à la reine avec respect, en montrant sa vulnérabilité, Ulysse a complètement désarmé ses hôtes. Il n'est plus un intrus menaçant, mais un suppliant. Et ça marche. Le roi, touché, lui promet aussitôt un navire pour rentrer chez lui. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, après un grand festin, changement total d'ambiance. Les Phéaciens organisent des jeux athlétiques. Et le caractère de notre étranger va être mis à l'épreuve d'une façon, très différente. Et c'est là que le fils du roi, Laodamas, s'avance. Il interpelle Ulysse. Mais ce n'est pas une simple invitation, non. C'est un véritable défi, une provocation lancée pour tester son honneur. La réponse d'Ulysse, elle est juste géniale. Il ne répond pas avec les poings, mais avec sa tête. Il explique en gros qu'un beau physique ne veut rien dire, que ça peut cacher un esprit vide. Pour lui, ce qui compte vraiment, c'est l'éloquence, la sagesse. Il dit que les dieux ne donnent pas tous les dons à la même personne. La beauté, l'intelligence, la grâce. Il met clairement l'intellect au-dessus de la force brute. Mais Laodamas insiste et là, c'en est trop. La patience de l'étranger a des limites. Il a prouvé qu'il avait un cerveau, maintenant il va montrer qu'il a aussi des muscles. Il décide de répondre à la provocation par l'action. Alors, sans même prendre la peine d'enlever son manteau, Ulysse se lève et il attrape un disque de pierre.
Mais pas n'importe lequel. Un disque bien plus grand, bien plus lourd que tous ceux que les jeunes Phéaciens avaient utilisés. Rien que le geste, c'est déjà une déclaration. Et avec une rotation puissante, il libère toute sa force, une force qu'il avait contenue depuis si longtemps. Il déclenche un lancer qui envoie le disque siffler dans les airs. Le disque atterrit, mais tellement loin, bien au-delà de toutes les autres marques. Un silence se fait dans la foule. L'étranger vient de prouver qu'il possède une force cachée absolument immense. Deuxième épreuve, réussie, et avec la manière. De retour au banquet, on pourrait penser que le plus dur est passé. Le roi Alcinos demande à son barde, Démodocos, de chanter. Mais la chanson qui va être choisie, à la demande même d'Ulysse, va en fait constituer son épreuve la plus difficile. Le barde se met donc à raconter la guerre de Troie. Il chante la ruse du cheval de bois, la chute brutale de la ville. C'est l'histoire du plus grand triomphe d'Ulysse, mais c'est aussi, et surtout, la source de sa plus profonde douleur. Et là, l'inévitable se produit. Submergé par le chagrin, le héros ne peut plus se contenir. Il tire son manteau sur sa tête pour tenter de cacher les larmes qui coulent sur son visage. Son sang-froid, si durement maintenu, vient de voler en éclats. Alors voilà le bilan. L'étranger a passé l'épreuve de l'humilité, il a passé celle de la force, mais il vient d'échouer à celle du sang-froid. Et cette réaction si émotive, elle n'est pas passée inaperçue. Assis juste à côté de lui, il y a une personne qui a tout vu, qui a tout senti, le roi Alcinos. Très perspicace, il ressent le chagrin immense de son invité et immédiatement, il ordonne au barde de s'arrêter de chanter. Il a compris qu'un lourd secret se cache derrière ses larmes. Et c'est là que tout bascule. Le roi pose enfin les questions que tout le monde se posait tout bas. Il exige que l'étranger révèle enfin son identité et qu'il explique la raison de ce chagrin si profond. Le masque est sur le point de tomber. Qui est vraiment cet homme ? Alors aujourd'hui, on plonge dans l'une des histoires les plus incroyables de la mythologie, la confrontation entre Ulysse, le héros à l'esprit vif, et le Cyclope, ce monstre terrifiant. C'est vraiment un moment charnière dans ce voyage épique d'un homme qui veut juste rentrer chez lui. Et pour bien commencer, rien de mieux que les mots du héros lui-même. Je suis Ulysse, connu du monde entier pour ses ruses. Vous voyez, il ne met pas en avant sa force, non, mais son intelligence. Et dans cet épisode, c'est exactement ça qui va le sauver de l'impossible, avant, d'une certaine manière, de le condamner. Mais avant d'entrer dans la grotte, il faut bien se remettre dans le contexte. Ulysse, ce n'est pas un aventurier qui cherche les ennuis. Non, ça fait 10 ans qu'il se bat à Troie, et tout ce qu'il veut, c'est retrouver sa maison, Ithaque. Sauf que son retour, c'est un véritable parcours du combattant. On dirait que les dieux eux-mêmes ont décidé de lui compliquer la tâche. Franchement, depuis le départ, c'est la catastrophe. À peine partis de Troie, ils pillent les Cicones, et leur cupidité leur coûte une fortune en hommes. Juste après, bam, une tempête monstre envoyée par Zeus les fait dériver pendant 9 longs jours. Et pour finir, ils atterrissent au pays des Lotophages, où certains de ces marins, à cause d'un fruit, oublient carrément pourquoi ils sont là. Chaque étape est un nouveau piège mortel. Et c'est comme ça qu'ils échouent sur la terre des Cyclopes. Alors là, on ne parle pas juste de géants, non. Ces créatures, elles incarnent le chaos. Le texte nous dit bien qu'ils n'ont ni assemblée où l'on délibère, ni de loi. Ils vivent seuls, chacun est le roi de sa propre caverne. C'est tout le contraire de la civilisation grecque, quoi. N'importe qui de sensé ferait demi-tour, pas vrai ? Eh bien non, pas Ulysse. Sa curiosité est bien trop forte. Il doit voir ces créatures de ses propres yeux, savoir si ce sont des sauvages ou s'ils respectent les lois sacrées de l'hospitalité. Et voilà la décision qui va tout changer. Ulysse prend avec lui ses 12 meilleurs hommes et, au cas où, une outre d'un vin exceptionnel, presque divin, comme cadeau. Dans la caverne du géant, il trouve tout ce qu'il faut, du fromage, du lait. Ces hommes le supplient « Patron, on prend tout et on file !» Mais Ulysse refuse. Il veut voir le géant. Il s'attend même à recevoir un don d'hospitalité. Grosse erreur de jugement. Et cette curiosité, elle va très vite se refermer sur eux comme un piège. L'erreur de calcul d'Ulysse est sur le point de leur exploser au visage. Le voilà qui rentre, le géant Polyphème. Il arrive avec son troupeau dans un vacarme assourdissant. Et d'un seul geste, il bloque l'entrée de la grotte avec un rocher si énorme que tout espoir de fuite disparaît en 1 seconde. Ils sont piégés. Pour qu'on se rende bien compte de la situation, Homère précise que même 22 chars à 4 roues n'auraient pas pu bouger cette pierre. C'est un mur inenfranchissable. Leur force ne sert à rien. C'est fini.
Et là, l'horreur commence. En guise d'hospitalité, le Cyclope leur offre une violence pure, inimaginable. Ulysse raconte et on sent la terreur dans sa voix. Il a saisi d'un coup 2 de mes compagnons et les a fracassés contre terre comme des chiots. Et il ne s'arrête pas là, le monstre les dévore ensuite. L'exploration vient de virer au cauchemar. C'est une question de survie maintenant. Face à ça, n'importe qui serait paralysé par la peur. Mais c'est là que le vrai Ulysse, le stratège, se réveille. Le désespoir cède la place à un plan. Son arme la plus puissante, son cerveau, se met en marche. Son plan est juste génial, méticuleux, en plusieurs étapes. 1. Il va utiliser son vin divin pour saouler le géant et l'endormir. 2. Il va lui donner un faux nom pour brouiller les pistes. 3. Pendant ce temps, il va fabriquer une arme avec un énorme pieu en olivier trouvé dans la grotte. Et enfin, l'étape finale, l'attaque. Quand le monstre sera ivre-mort et sans défense, le vrai coup de génie du plan, c'est ça, le nom. Quand le Cyclope, séduit par ce vin incroyable, lui demande comment il s'appelle, Ulysse répond calmement « Je m'appelle personne ». Un mensonge tout simple, mais qui va s'avérer d'une efficacité redoutable. Et le plan se déroule à la perfection. Une fois le pieu chauffé à blanc enfoncé dans son œil unique, le monstre hurle à la mort. Ses frères Cyclopes débarquent en courant, demandent qui l'attaque. Et Polyphème, aveugle de douleur et de rage, ne peut que répondre « Mes amis, c'est personne qui me tue par la ruse ». En entendant ça, les autres se disent qu'il est juste devenu fou ou qu'il est frappé par les dieux, et ils s'en vont. La ruse a fonctionné. Ok, le monstre est neutralisé, mais il reste un petit détail. Comment sortir? Le rocher bloque toujours l'entrée. Là encore, Ulysse a une idée de génie. Il attache ses hommes un par un sous le ventre des plus gros béliers du troupeau. Le matin, quand le Cyclope assis à l'entrée laisse sortir ses bêtes, il leur caresse le dos, sans jamais sentir les hommes cachés en dessous. Ils s'échappent, littéralement, sous sa main. C'est une victoire totale. L'intelligence a écrasé la force brute. L'histoire pourrait s'arrêter là, sur ce triomphe. Mais voilà, le pire ennemi d'Ulysse, ce n'est pas le Cyclope, c'est lui-même. C'est son orgueil. Une fois à bord de son navire, à bonne distance, Ulysse ne peut pas s'en empêcher. Il a besoin que le monstre sache qui l'a vaincu. Alors, il se met à hurler, à le provoquer. Ses hommes le supplient d'arrêter. « Tais-toi, il va nous couler !» Mais rien à faire, l'orgueil est plus fort. Et c'est là que tout bascule. D'un côté, il y avait la ruse, la prudence, incarnée par cette phrase « Mon nom est personne ». Résultat, une évasion parfaite. De l'autre, il y a l'orgueil. Ulysse crie son vrai nom, son lignage, sa patrie. Dis-leur que c'est Ulysse, fils de Laërte, l'homme d'Ithaque. En faisant ça, il vient de signer son crime et de s'offrir en cible. Parce qu'en révélant son identité, il donne à Polyphème de quoi se venger. Le Cyclope se tourne alors vers son père, qui n'est autre que Poséidon, le dieu de la mer, et il le supplie. Sa prière est d'une précision terrifiante. Qu'Ulysse ne rentre jamais chez lui, ou alors si tard après des années de galère, qu'il perde tous ses compagnons, qu'il rentre sur un bateau étranger et qu'il trouve encore plus de malheur en arrivant. Et le récit se termine sur cette note terrible. Le dieu de la mer a entendu la prière de son fils. La victoire la plus brillante d'Ulysse vient de tracer la carte de toutes les souffrances à venir. On se retrouve donc avec cette question un peu vertigineuse. Le moment qui a le mieux montré l'intelligence d'Ulysse, n'est-ce pas aussi celui qui a causé sa perte à cause de son orgueil démesuré? Un triomphe qui engendre une malédiction? C'est sans doute ça qui rend cette histoire absolument intemporelle. Allez, on plonge aujourd'hui dans un des épisodes, mais vraiment les plus dingues, de l'Odyssée d'Homère. C'est une histoire où on voit le courage d'un héros se fracasser contre la magie des dieux, mais aussi et surtout contre la bêtise monumentale de ses propres hommes. On va passer de la fureur des vents, qui sont déchaînés par pure jalousie, à la rencontre franchement terrifiante avec la sorcière Circé. Bref, accrochez-vous, le voyage va être mouvementé. Le jour où mes compagnons ont été transformés en cochons. Voilà. Ça, c'est Ulysse lui-même qui le dit. Et d'un coup, on est projeté au cœur du drame. La question, c'est comment? Comment est-ce que des guerriers, des durs à cuire, ont pu finir comme ça, en cochons? Eh bien, l'explication, elle tient en une série de, disons, très très mauvaises décisions. Parce que oui, avant l'histoire des cochons, il y a eu autre chose. Il y a eu un sac. Juste un sac, rempli de vent. Et une erreur. Une seule erreur, mais une erreur monumentale qui a tout fait basculer.
Alors, leur première escale, c'est cette île un peu folle, une île flottante, le royaume d'Éole. C'est lui, le maître des vents, celui que Zeus a mis là pour tout contrôler. Et Éole, il accueille Ulysse et ses hommes super bien, pendant 1 mois entier. Pour les aider à rentrer, il fait à Ulysse un cadeau qui a l'air juste parfait. Il lui donne une outre, une sorte de sac en peau, et dedans, il a emprisonné tous les vents contraires, tous les vents de tempête. Et c'est là qu'on voit comment un retour qui s'annonçait triomphal se transforme en catastrophe absolue. Éole leur avait donné la solution. 9 jours de navigation parfaite. Et là, ils la voient. Ils y sont presque, ils peuvent la toucher du doigt. Mais Ulysse, lui, il est à bout, il est épuisé, et il finit par s'endormir. C'est l'erreur fatale. Parce que ces hommes, eux, ils sont rongés par la jalousie. Ils sont sûrs et certains que le sac est rempli d'or. Alors, ils l'ouvrent, et ce qu'ils libèrent, ce n'est pas un trésor, c'est un ouragan. Un ouragan qui les renvoie direct à la case départ. Alors forcément, ils retournent voir Éole pour le supplier. Mais là, l'accueil est glacial. La réponse est sans appel. Ulysse n'est plus l'invité d'honneur, non. Il est devenu la honte des vivants. Pour Éole, c'est clair, la bêtise de l'équipage, c'est la preuve qu'Ulysse est maudit des dieux, et il ne veut rien avoir à faire avec ça. La porte de l'aide divine vient de se refermer, violemment. Maintenant, ils sont seuls, vraiment seuls. Le moral à zéro, ils finissent par raccoster sur une nouvelle île, Éa. Et là, le danger est complètement différent. Ce n'est plus une tempête, non, c'est Circé, la terrible déesse à voix humaine. Le piège, cette fois, il est bien plus subtil. Il est magique. Et franchement, beaucoup plus pervers. Ulysse, prudent, envoie un petit groupe en éclaireur. Ils avancent, et au fond d'un vallon, ils campent sur le palais de Circé. Et là, c'est le grand écart. D'un côté, ils entendent une voix sublime qui chante, une voix qui semble les inviter. De l'autre, autour du palais, il y a des loups et des lions. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont hyper dociles. Ils viennent se frotter à leurs jambes comme des chiots. En fait, ces bêtes, c'était des hommes avant. Le piège est là, sous leurs yeux, mais ils sont aveugles. Ils entrent tous, sauf un, Euryloque, qui se méfie. À l'intérieur, Circé leur sert une boisson. Ça a l'air délicieux, du vin, du fromage, du miel, de la farine, mais il y a un ingrédient secret, un filtre magique qui leur fait tout oublier, y compris leur patrie. Ce n'est pas un poison qui tue, non, c'est bien pire. Ça anéantit leur humanité. Dès qu'ils ont bu, elle les frappe de sa baguette et la transformation commence. Et le summum de la cruauté, c'est qu'ils deviennent des cochons, oui, mais ils gardent leur esprit d'homme. Ils sont conscients, prisonniers de leur nouveau corps. Pendant ce temps, Euryloque, le seul à avoir vu la scène, retourne en courant vers le navire. Mais il est en état de choc. L'horreur l'a littéralement pétrifié. On peut imaginer sa terreur. Il arrive, mais il est incapable de sortir un seul mot. Sa bouche ne parle pas. Il ne fait que pleurer. C'est tout. Et c'est finalement, à travers ses larmes, qu'il arrive, péniblement, à raconter ce qui s'est passé. Ce silence, ces pleurs, ça en dit bien plus long que n'importe quel récit. Ça raconte l'horreur absolue qu'il a vue. Et Ulysse, face à ce désastre de plus, eh bien, il ne flanche pas, il ne s'effondre pas. Au contraire, il prend son épée, il prend son arc et il y va. Seul. C'est le moment de vérité. Le héros contre la déesse. Et alors qu'il marche, seul, vers le palais, quelqu'un apparaît. Une aide totalement inattendue. C'est Hermès, le messager des dieux, qui a pris l'apparence d'un jeune homme. Attention, il ne vient pas faire le boulot à sa place. Il vient lui donner les armes pour se battre. C'est l'intervention divine classique, on n'aide pas le mortel, on lui donne les moyens de s'en sortir tout seul, dans un combat qui, normalement, le dépasse complètement. Et le plan d'Hermès est super simple, en 4 étapes, très claires. D'abord, il lui donne une herbe magique, le molly, qui servira d'antidote. Ensuite, il lui dit « Quand elle t'offrira sa potion, bois-la, n'aie pas peur. » 3e étape, le moment crucial, quand elle te frappera avec sa baguette, sors ton épée et fonce sur elle. Et enfin, la dernière étape, plus politique, fais-lui jurer le grand serment des dieux qu'elle ne te fera plus de mal. C'est vraiment la recette parfaite. Un peu de magie, beaucoup de courage et une bonne dose de ruse. Ulysse, évidemment, suit le plan à la lettre. Il arrive, Circé lui offre la potion, il la boit. Rien. Aucun effet. Circé, elle, est sûre de son coup, elle le frappe avec sa baguette et lui lance, avec un mépris total, « Va à la porcherie te vautrer avec tes amis ». Pour elle, c'est plié. Sauf que c'est là que le plan se déclenche. Au lieu de grogner et de se transformer en cochon, Ulysse sort son épée et lui saute dessus, comme pour la tuer. D'un coup, la situation est complètement inversée.
la chasseresse devient la proie. Et là, Circé est sous le choc. C'est un mélange de panique et de fascination. Elle comprend tout de suite. Serais-tu cet Ulysse dont Hermès m'a annoncé la venue? Elle réalise qu'elle a en face d'elle l'homme de la prophétie. Le seul, l'unique mortel capable de résister à sa magie. En une seconde, le jeu a changé. Ulysse lui fait donc prêter le fameux serment. Et Circé, fair play, tient sa parole, elle libère ses compagnons. On pourrait croire que la crise est finie, que c'est bon. Mais non. En fait, ce n'est que le début d'une nouvelle étape de leur voyage, une étape encore plus terrifiante. Alors Circé rend leur forme humaine aux compagnons d'Ulysse. Et même, elle les améliore un peu au passage. Ils sont plus jeunes qu'avant, beaucoup plus beaux et plus grands. Et là, chose complètement folle, Ulysse et ses hommes vont rester sur l'île pendant 1 an. Une année entière à faire la fête, à se reposer. C'est une parenthèse de calme assez surréaliste au milieu de tout ce chaos. Mais bon, au bout d'1 an, le mal du pays commence à se faire sentir. C'est bien joli les festins, mais ses compagnons viennent voir Ulysse et lui disent qu'il serait peut-être temps de penser à rentrer. Le désir de revoir Ithaque, finalement, est plus fort que tout. Alors Ulysse va trouver Circé et lui demande de tenir sa promesse de les aider à retourner chez eux. Et la réponse de Circé, c'est un vrai coup de massue. Elle dit, oui, bien sûr, elle va tenir sa promesse. Mais il y a une condition, une étape obligatoire. Avant de prendre la route d'Ithaque, il faut faire un autre voyage. Un voyage vers la demeure d'Hadès, le royaume des morts. C'est incroyable quand on y pense. Ulysse a combattu des monstres, il a survécu à des tempêtes cataclysmiques, il a même réussi à déjouer les plans d'une déesse sorcière. Mais là, il doit affronter la mort en personne. Le plus grand défi de son voyage, ce n'était pas avant, c'est maintenant. Et ça pose la grande question qui va lancer toute la suite de l'Odyssée. Que peut bien aller apprendre un homme vivant au royaume des morts? Alors, aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un des chapitres les plus sombres et franchement les plus importants de toute l'Odyssée, le moment où Ulysse descend aux enfers. C'est une quête désespérée, vous allez voir, pour trouver le chemin du retour, une quête qui va le mener bien au-delà des limites du monde des vivants. Guidé par les conseils de la magicienne Circé, Ulysse arrive avec son équipage aux confins du monde connu. Imaginez la scène, c'est une terre où le soleil ne brille jamais, un royaume de brouillard et de nuages éternels. L'atmosphère est lourde, pesante, vraiment sinistre. C'est là, à cette frontière entre la vie et la mort, que sa mission terrifiante va commencer. Mais alors, la grande question c'est, pourquoi un voyage pareil? Pourquoi prendre un risque aussi énorme? Eh bien, l'ordre de Circé était très clair. Pour connaître son avenir, et surtout pour savoir comment rentrer à Ithaque, Ulysse n'a pas le choix. Il doit consulter l'âme d'un devin, Tirésias. Et pour ça, il faut suivre un rituel bien précis. Creuser une fosse, y verser des offrandes, et surtout le sang d'un sacrifice, pour que les esprits des morts soient attirés. Et là, le rituel fonctionne. Mais il fonctionne peut-être même un peu trop bien. Dès que le sang noir remplit la fosse, les âmes surgissent des profondeurs. Le texte nous décrit un spectacle assez effrayant. De jeunes femmes, des vieillards, des guerriers encore couverts du sang de leur bataille, ils arrivent par milliers en poussant des cris étranges, et Ulysse, notre héros, est saisi d'une peur glaciale. On le comprend. Et c'est là que ça devient fascinant. On voit toute la détermination d'Ulysse. Parce que la première âme qu'il reconnaît, c'est elle. C'est sa propre mère, Anticlée, qu'il pensait encore en vie en partant. Imaginez le choc terrible. Et pourtant, malgré son chagrin immense, il l'empêche d'approcher, l'épée à la main. Il ne flanche pas. La mission d'abord, il doit parler à Tirésias avant tout le monde. Et enfin, l'âme tant attendue apparaît. C'est Tirésias, le grand devin aveugle, avec son sceptre d'or. C'est pour lui, pour cet instant précis, qu'Ulysse a tout risqué. Tirésias boit le sang du sacrifice pour retrouver un instant la parole et la conscience, et il livre enfin la vérité sur ce qui attend Ulysse. Et en fait, toute la prophétie, tout son avenir va dépendre d'un seul et unique choix, un choix crucial. Voilà ce que dit Tirésias. Sur l'île du Trident, ils vont tomber sur les troupeaux sacrés du dieu Soleil. S'ils arrivent à résister à leur faim et qu'ils n'y touchent pas, alors oui, ils rentreront à Ithaque après bien des souffrances. Mais s'ils cèdent, s'ils touchent à une seule bête, le prix à payer sera total. Et la suite de la prophétie n'est pas beaucoup plus réjouissante. Même s'il survit, son retour sera solitaire, tragique. Il arrivera sur un navire qui n'est pas le sien pour trouver quoi? Son palais envahi par des prétendants qui gaspillent toute sa fortune. Il devra se battre, seul, pour tout reconquérir. Mais il y a quand même une petite lueur d'espoir. Tout au bout de ce chemin de sang et de larmes,
Tirésias lui promet une vieillesse longue et une mort douce, en paix. Bon, la mission officielle est accomplie. Tirésias a parlé. Alors maintenant, Ulysse peut enfin se tourner vers l'âme qui compte le plus pour lui. Il laisse sa mère, Anticlée, s'approcher du sang. Et l'échange qui va suivre, c'est sans doute l'un des moments les plus touchants de toute l'épopée. Ulysse lui demande simplement « Comment es-tu morte ?» Et la réponse, c'est un véritable coup de poignard. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la vieillesse qui l'a emporté, c'est le chagrin. Le chagrin de son absence, l'inquiétude infinie, l'amour pour ce fils disparu qui l'ont littéralement tué. C'est terrible. Ça nous rappelle que la guerre de Troie n'a pas seulement tué des soldats au front, elle a aussi brisé les cœurs de ceux qui attendaient à la maison. Complètement bouleversé, Ulysse essaie de la serrer dans ses bras, de la prendre une dernière fois. Mais c'est impossible. Le texte insiste bien sur ce chiffre 3. Pas une fois, pas deux, mais 3 fois il s'élance. Et 3 fois, elle lui échappe. Comme une ombre, comme un rêve. Ce chiffre, il symbolise vraiment la séparation totale, cruelle, infranchissable entre les vivants et les morts. Et c'est sa mère elle-même qui doit lui expliquer cette réalité terrible. Une fois que le corps a été consumé par le feu, l'âme devient quelque chose d'insaisissable. Une sorte de songe qui s'évanouit au moindre contact. Il n'y a plus de réconfort physique possible. Non, il ne reste que le souvenir froid des paroles qu'ils ont pu échanger. Après ce moment si personnel et si triste, la visite d'Ulysse continue. Son regard se porte sur d'autres âmes célèbres des enfers. Et là, il devient le témoin direct des châtiments éternels, ceux qui sont infligés à ceux qui, un jour, ont osé défier les dieux. Il aperçoit d'abord Tantale. Imaginez un peu le supplice. Il est debout dans un lac, l'eau lui arrive jusqu'au menton, mais à chaque fois qu'il se penche pour boire, l'eau disparaît. Et juste au-dessus de sa tête, il y a des branches chargées de fruits magnifiques, mais dès qu'il tend la main, le vent les emporte. C'est la torture du désir à jamais inassouvi. Et puis, juste à côté, il voit Sisyphe. Ah, Sisyphe et son rocher. Il pousse un bloc de pierre énorme avec une force surhumaine jusqu'au sommet d'une colline. Mais juste avant d'y arriver, une force divine fait rouler la pierre tout en bas. Et il doit tout recommencer, encore et encore. C'est le symbole même du travail inutile, absurde et sans aucun espoir. Après avoir vu ces souffrances éternelles, la curiosité d'Ulysse s'est complètement envolée. Maintenant, c'est la peur qui prend le dessus. Une peur pure, primale. Il a eu ses réponses. Il n'a plus qu'une seule idée en tête. Partir. Vite. La foule des morts devient de plus en plus dense, de plus en plus oppressante. Leurs cris se transforment en un vacarme insupportable. Ulysse a même peur de voir apparaître la tête de la Gorgone, Méduse, ce qui le transformerait en pierre sur le champ. C'est bon, la visite est terminée. Pour survivre, il faut fuir. Et là, pas le temps pour des adieux solennels. C'est une fuite précipitée. Il court, il se jette presque dans son bateau, il ordonne à ses hommes de ramer de toute leur force pour s'éloigner de cette rive maudite. Heureusement, un vent favorable se lève et les pousse enfin loin du pays des Cimériens, loin de l'horreur. Alors voilà, Ulysse a obtenu ce qu'il était venu chercher, sa feuille de route. Mais à quel prix ? Il repart avec le poids de son destin sur les épaules, le chagrin d'avoir vu sa mère et les images des tourments éternels gravés dans son esprit. La question qui reste en suspens, c'est: est-ce que cette terrible vérité va lui donner la force de continuer, ou est-ce que ce sera un fardeau bien trop lourd à porter pour la suite de son odyssée ? On plonge aujourd'hui dans une des parties les plus sombres, les plus intenses du voyage d'Ulysse. C'est vraiment une série d'épreuves qui vont le pousser, lui et son équipage, jusqu'à leurs limites. On va voir comment leur courage, leur discipline et même leur humanité vont être mis à rude épreuve. Et c'est Ulysse lui-même qui nous le dit. Avec ces quelques mots, le ton est donné. On comprend tout de suite la gravité de ce qui va suivre. Ce ne sont pas juste des obstacles, non. Ce sont des événements qui vont le marquer à vie. Alors voyons pourquoi. Alors, la première épreuve arrive alors que le navire avance sur une mer d'huile. Le vent est tombé, comme ça, d'un coup. C'est un calme presque plus angoissant qu'une tempête. Et c'est là, dans ce silence de plomb, qu'une mélodie commence à s'élever. Une promesse aussi belle que mortelle. Il faut bien se souvenir de l'avertissement de Circé. Les sirènes, ce ne sont pas juste des chanteuses. Leur chant, c'est une arme. Elles promettent tout, le savoir, le plaisir, mais au final, elles n'offrent que la mort. Et leur île est jonchée des preuves de leur pouvoir, les os de tous ceux qui n'ont pas su résister. Et c'est là qu'on voit tout le génie, toute la ruse d'Ulysse. Il veut entendre ce chant, il est trop curieux, il veut goûter à ce savoir interdit, mais sans en payer le prix. Son plan est donc hyper méticuleux, il anticipe même sa propre faiblesse. En gros, il confie sa vie à la discipline de ses hommes. Et voilà ce qui est vraiment fascinant. Le chant des sirènes, ce n'est pas juste une jolie mélodie. Non, c'est une promesse totalement personnalisée.
Elle l'appelle par son nom, Ulysse le fameux. Elle lui offre la connaissance, bien sûr, mais surtout, elle lui promet de reconnaître ses souffrances. C'est une tentation psychologique absolument redoutable. Ulysse est complètement submergé. Les mots qu'il emploie sont forts, une félicité sans borne, une ivresse qui anéantit sa volonté. Il hurle, il supplie, il fait des signes désespérés pour qu'on le détache. Mais ces hommes, eux, ils suivent les ordres. Ils rament encore plus fort et, comme prévu, ils resserrent ses liens. C'est la prévoyance du chef et l'obéissance de l'équipage qui les sauvent tous. À peine échappés à ce piège auditif, une nouvelle horreur se présente. Pas de répit. Ils entrent dans un détroit où les attend un dilemme terrifiant. C'est vraiment le genre de décision qu'aucun leader ne veut jamais avoir à prendre. Le conseil de Circé avait été aussi clair que cruel. Mieux vaut pleurer la perte de 6 hommes que de tous les perdre. Face à Charybde, c'est la mort assurée pour tout le monde. Face à Scylla, c'est un sacrifice. Un sacrifice calculé, horrible, mais un sacrifice quand même. Ulysse doit donc choisir de sacrifier une partie de son équipage pour sauver le reste. Pour bien comprendre l'horreur du truc, il faut se représenter Scylla. Le poème insiste sur ce contraste glaçant entre sa voix, qui ressemble à celle d'un petit chiot, et son apparence, monstrueuse. 12 pieds, 6 coups immenses et des gueules remplies de dents, prêtes à broyer. On nous dit que même un dieu n'oserait pas la regarder en face. Le choix est fait, et pendant que tout l'équipage, terrifié, a les yeux rivés sur le gouffre de Charybde, Scylla frappe. En un éclair, 6 des meilleurs hommes d'Ulysse sont arrachés du pont. Le prix à payer est immédiat et il est brutal. Et voilà le cœur du traumatisme pour Ulysse. Il ne fait pas qu'assister à leur mort. Il les voit se débattant dans les airs. Il les entend crier son nom une dernière fois. Un appel à l'aide auquel il ne peut pas répondre pendant que le monstre les dévore vivants. C'est cette image, ce son, qui le hantera comme la chose la plus horrible qu'il ait jamais vue. Échappés de justesse à ce carnage, ils arrivent enfin sur l'île d'Hélios, le dieu du soleil. On pourrait croire que c'est un refuge, mais en réalité, cet endroit porte en lui une terrible malédiction. Tirésias et Circé l'avaient bien dit, interdiction formelle de toucher au troupeau sacré du dieu. Et c'est là que l'on voit la première vraie fissure dans l'autorité d'Ulysse. Son équipage est à bout de force. Euryloque, qui est un peu son second, se fait leur porte-parole. Il l'accuse d'être inhumain, cruel. Et pour la première fois, tout l'équipage se range de son côté, contre Ulysse. Ulysse est coincé. Seul contre tous, il est obligé de céder. Mais il leur arrache une promesse, un serment sacré, fait sur les dieux. Il jure de ne manger que les provisions de Circé et de ne jamais, au grand jamais, toucher au troupeau. C'est un compromis fragile, qui ne repose que sur leurs paroles. Mais le destin, bien sûr, s'en mêle. Une tempête les bloque sur l'île pendant 1 mois entier. 1 mois! Les jours passent, les réserves de nourriture s'épuisent et la faim devient une obsession, une torture. Et c'est pendant un sommeil qu'Ulysse lui-même décrira comme envoyé par les dieux que l'irréparable se produit. Ça y est, le point de non-retour est atteint. Le serment a été brisé. Et la réaction divine, elle, ne se fait pas attendre. Elle va être aussi étrange que terrifiante. Voilà la justification d'Euryloque. C'est vraiment l'argument du désespoir. Il arrive à convaincre les autres qu'une mort rapide en mer, même si c'est une punition divine, vaut mieux que l'agonie lente de la famine. En gros, il choisit le sacrilège plutôt que la faim. Et le contraste est saisissant avec le réveil d'Ulysse. À l'odeur de la viande qui grille, il comprend tout de suite, la catastrophe a eu lieu. Et il ne blâme même pas ses hommes directement, il blâme les dieux qui l'ont endormi pour permettre ce désastre. Il se sent trahi par le destin. Avant même la punition finale, les dieux envoient des signes complètement fous. Il faut imaginer la scène, les peaux des bœufs abattus qui se mettent à ramper par terre et la viande sur le feu qui se met à meugler comme si elle était encore vivante. C'est une horreur psychologique, un avertissement macabre. Mais même ces prodiges ne suffisent pas. Pendant 6 jours, l'équipage fait la fête, complètement sourd aux avertissements. Le 7e jour, le vent tombe et ils reprennent la mer, croyant peut-être s'en être tirés. Mais le prix du serment brisé est absolu. Ils naviguent droit vers leur perte. Une fin qui ne laissera qu'un seul survivant. Et la vengeance commence. À peine le navire a-t-il quitté la côte que Zeus suspend un nuage noir juste au-dessus d'eux. Une tache d'encre dans le ciel qui annonce le chaos à venir. Et puis la foudre. Un éclair frappe, pulvérise le mât, qui s'écrase et tue le pilote. Le navire est pris dans une tempête si violente que tout se disloque. Et les hommes sont juste balayés du pont, emportés par les vagues. Le poème utilise cette image terrible, tombés comme des corneilles. Une fin brutale, anonyme. La désobéissance a été payée par la vie de tous, sans exception. Et Ulysse, lui, il survit. Il s'accroche à ce qui reste de son navire, seul.
Pendant 9 jours, il dérive sur une mer déchaînée, unique survivant de toute son armée, ramené par les courants jusqu'au gouffre de Charybde, auquel il échappera une seconde fois, par miracle. Et cette séquence se termine sur cette image. Un homme qui a absolument tout perdu. Ses navires, ses trésors et surtout tous ses amis, tous ses compagnons. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale. Quand un chef survit, mais que tous ses hommes meurent, que reste-t-il de son héroïsme? Est-ce que c'est juste la survie à tout prix ou est-ce que c'est le poids écrasant de l'échec? Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les tout premiers chapitres de l'Odyssée d'Homère pour se concentrer sur un personnage absolument fascinant, Télémaque, le fils d'Ulysse. On va voir ensemble comment ce jeune homme, qu'on découvre au départ complètement écrasé par la tristesse, va trouver la force de prendre son destin en main. Au fond, ça pose une question universelle, non? Comment un fils devient-il un homme? C'est vraiment ça le cœur de l'histoire de Télémaque. Son parcours commence dans le désespoir le plus total, mais il va le mener vers une détermination qu'on ne lui soupçonnait pas. C'est le récit initiatique par excellence. D'accord, alors, posons le décor. On est à Ithaque. Et ça fait 20 ans que le roi Ulysse est parti pour la guerre de Troie. Une éternité. Son fils Télémaque est maintenant un jeune homme. Mais c'est un jeune homme qui est, complètement paralysé. Paralysé par le chagrin et par un terrible sentiment d'impuissance. Et cette phrase, c'est Télémaque lui-même qui la prononce. Ça résume tout, n'est-ce pas? C'est terrible. Pour lui, son père n'est pas juste absent. Dans sa tête et dans celle de beaucoup d'autres, il est mort. Et ça laisse un vide immense, un vide qui n'est rempli que par la douleur. En fait, la souffrance de Télémaque est double. D'un côté, il y a le manque du père, bien sûr, et de l'autre, il y a une menace bien réelle, bien concrète, des prétendants arrogants qui ont carrément envahi sa maison. Ces types ne font pas que courtiser sa mère, Pénélope, non, ils pillent le domaine, ils dévorent les richesses, bref, ils ruinent littéralement la maison. Et Télémaque, lui, assiste à tout ça, impuissant. Le tableau est donc assez sombre. Et c'est là, au milieu de ce désespoir, que tout va basculer. Un événement inattendu. Un simple étranger se présente à la porte du palais. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais cette visite, c'est elle qui va planter la petite graine de la révolte dans l'esprit de Télémaque. Parce que cet étranger, évidemment, ce n'est pas n'importe qui. C'est la déesse Athéna en personne, mais déguisée. Elle voit au-delà du jeune homme abattu. Elle voit son potentiel caché sous des couches de chagrin. Et elle décide d'intervenir. Mais attention, elle ne va pas tout régler d'un coup de baguette magique. Pas du tout. Son but, c'est de lui donner les outils, l'étincelle, pour qu'il se sauve lui-même. Et les instructions qu'elle lui donne sont d'une clarté incroyable. Ce n'est pas du genre « aie confiance en toi ». Non, c'est une vraie feuille de route en 4 étapes. Équipe un navire. Va interroger le vieux Nestor. Puis Ménélas à Sparte. Et la dernière étape, la plus folle, la plus audacieuse, prépare-toi à tuer les prétendants. Rien que ça. C'est direct, c'est concret, et ça donne enfin un but à Télémaque. Et l'effet est instantané. Vraiment. Dès qu'Athéna s'en va, Télémaque n'est plus le même. C'est comme si un interrupteur avait été actionné. Fini la tristesse paralysante, place à l'audace, à l'élan. Il comprend qu'il vient de parler à une divinité, et cette prise de conscience le remplit d'une force qu'il ne se connaissait pas. Et cette nouvelle assurance, il ne la garde pas pour lui. Il passe à l'action, tout de suite. Dès le lendemain matin, il fait quelque chose d'inédit. Il convoque une assemblée des hommes d'Ithaque. Pour la première fois. En fait, il prend sa place, la place que son père a laissée vacante. Et là, il ne mâche pas ses mots. Devant tout le monde, il se lève et il affronte les prétendants. Il leur dit en face « Ce qui se passe est intolérable. Ma maison périt dans le déshonneur. » Ce n'est plus le jeune homme qui pleure dans son coin, ça. C'est un prince qui se lève et qui exige justice. Mais évidemment, les prétendants ne vont pas se laisser faire, loin de là. Leur chef, un certain Antinos, prend la parole et il retourne complètement la situation. Il dit en gros « Le problème, c'est pas nous, c'est ta mère. C'est elle, la reine de la ruse, qui nous mène en bateau depuis des années. » Et c'est là qu'Antinos raconte la fameuse histoire de la toile de Pénélope. Pendant 3 ans, elle leur a promis de choisir un mari dès qu'elle aurait fini un linceul pour son beau-père. Sauf que le jour, elle tissait et la nuit, en secret, elle défaisait tout. Malin. Ça a marché jusqu'à ce qu'une servante la trahisse. Du coup, du point de vue des prétendants, les victimes, c'est eux. Le débat s'envenime et là, Télémaque lève les yeux au ciel. Il prie pour que les dieux interviennent. Et Zeus répond. D'un seul coup, 2 aigles apparaissent au-dessus de l'assemblée. Et ils ne volent pas paisiblement, non. Ils se déchirent l'un l'autre avec leurs serres. Imaginez la scène. Un silence glacial tombe sur la foule.
Forcément, un signe pareil, ça fait parler. Et on a deux interprétations, mais alors radicalement opposées. D'un côté, le vieux devin Halithercès dit « Attention, un grand malheur va s'abattre sur les prétendants ». De l'autre, Eurymaque, un autre prétendant, éclate de rire. Pour lui, c'est n'importe quoi, des oiseaux qui volent, ça ne veut rien dire. C'est l'arrogance à l'état pur, le refus total de voir les signes. L'assemblée se termine donc en eau de boudin pour Télémaque. Il n'obtient pas son navire. Les prétendants se sont bien moqués de lui. Mais est-ce que ça l'arrête ? Absolument pas. Au contraire. C'est peut-être même le déclic final. Le moment où il passe définitivement de l'enfance à l'âge d'homme. Humilié publiquement, il aurait pu abandonner. Mais non. Avec l'aide d'Athéna, toujours là dans l'ombre, il se débrouille. Il trouve un navire, il rassemble un équipage, tout ça en secret. Et une nuit, il prend la mer. Il quitte Ithaque en défiant ouvertement les prétendants. C'est sa déclaration d'indépendance. Et les prétendants, pendant ce temps-là ? Eh bien, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, tellement sûrs de leur supériorité, qu'ils n'ont absolument rien vu venir. Pour eux, Télémaque, c'était encore un gamin inoffensif. Alors son départ, ça les prend complètement par surprise. Et la façon dont ils l'apprennent est presque comique. C'est le propriétaire du bateau, un certain Noémon, qui, ignorant tout du conflit, va voir Antinoos et lui demande, l'air de rien, « Au fait, vous savez quand est-ce que Télémaque compte me rendre mon navire ?» Imaginez la tête d'Antinoos. Stupéfaction totale. La surprise, elle laisse très vite la place à la fureur, une rage immense. D'un coup, ils comprennent. Télémaque n'est plus la petite victime passive qu'ils méprisaient. Cet enfant a réussi à les défier et à s'enfuir. D'un seul coup, il est devenu une menace, une vraie menace. La réaction d'Antinoos est immédiate et violente. « Allons, dit-il, donnez-moi un navire rapide et 20 rameurs, que je le guette à son retour. Son voyage va lui coûter cher. » Fini du rire. On ne se moque plus de lui. Maintenant, on veut le tuer. Il organise une embuscade pour l'assassiner. Le jeu vient de changer radicalement de dimension. Et tout ça nous amène à la question finale, une question qui reste en suspens. Télémaque a trouvé son courage, c'est certain. Le jeune prince est devenu un homme. Mais ce voyage va-t-il lui coûter la vie ? En devenant une menace, il a mis sa tête à prix. Sa première grande épreuve, celle de la survie, eh bien, elle ne fait que commencer. Imaginez, 20 ans de guerre, 20 ans d'errance, et enfin, le héros Ulysse touche au but, Ithaque, sa patrie. On pourrait croire que c'est la fin de l'histoire, le repos bien mérité. Mais non, pour lui, le retour n'est pas du tout une délivrance. C'est le début du combat le plus intime, et sans doute le plus dangereux de sa vie. Oubliez les monstres marins et les cyclopes. Le vrai, le grand danger, il l'attend chez lui. Rentrer, ça ne veut pas dire avoir gagné. Et pour Ulysse, cette idée devient une réalité brutale. Le plus dur, ça commence maintenant. Pas sur un champ de bataille lointain, non, mais sur le sol même de sa patrie. On se rend compte que toute son odyssée n'était finalement qu'une sorte de prélude à cette épreuve finale. Son retour se fait dans le secret le plus total. Pas de foule en liesse, pas de trompette. Non, c'est un débarquement clandestin, complètement nimbé de mystère, qui ressemble bien plus à une infiltration qu'à un retour triomphal. Alors, imaginez un peu la scène. Les Phéaciens le transportent sur un navire qui est surnaturellement rapide. Mais Ulysse, lui, il ne voit rien de tout ça. Il est plongé dans un sommeil si profond que le texte le compare au calme de la mort. Carrément inerte, il est déposé sur la plage comme un colis précieux, abandonné là avec ses trésors. Ce n'est pas vraiment un retour, c'est une sorte de résurrection qui s'annonce. Et elle va être pour le moins déroutante. Et là, le choc du réveil est total. Il ouvre les yeux, il est sur sa propre terre, mais il ne la reconnaît pas. Pourquoi ? Eh bien parce que sa protectrice, la déesse Athéna, a tout recouvert d'une espèce de brume magique. Et ce n'est pas juste pour le protéger, c'est la toute première étape d'un plan très complexe. Ulysse doit rester un fantôme, parce que le danger est déjà là à l'intérieur même de son royaume. La panique s'empare de lui. Chaque chemin, chaque rocher devrait être une encre, un souvenir, mais là, tout lui semble étranger. 20 ans à rêver de ce moment précis, et la réalité, c'est un cauchemar de désorientation. Le roi est devenu un exilé sur ses propres terres. Son premier réflexe, il est forgé par des années de trahison. Il se croit à nouveau trompé. Il maudit les Phéaciens. Il est persuadé qu'ils l'ont abandonné sur une rive inconnue. Imaginez un peu son désespoir. Après tout ce chemin, il est convaincu d'être, encore une fois, perdu, seul au monde. C'est dans ce moment de détresse absolue qu'a lieu la première rencontre. Une rencontre qui va absolument tout changer, mais pas du tout de la manière qu'on attend. Et c'est là qu'Athéna entre en scène. Mais attention, pas en tant que déesse. Elle prend l'apparence d'un jeune berger. C'est une mise en scène divine, un test en fait. Avant de l'aider, elle veut voir si le héros, là, brisé sur la plage, a encore sa plus grande qualité, la prudence. Le jeu commence. Ulysse, prudent comme toujours, il ne révèle rien. Il se présente comme un simple naufragé
et il pose des questions toutes simples. Il cherche à comprendre où il a bien pu atterrir sans jamais prononcer son nom. 20 ans de survie, ça vous apprend la méfiance. Et là, la révélation du berger tombe. C'est abrupt, presque moqueur. Tu es à Ithaque. Une vague de joie immense submerge Ulysse. Ça y est, il est chez lui. Mais cette joie, elle est aussitôt étouffée par la suspicion. Si c'est bien Ithaque, pourquoi il ne reconnaît rien? Et puis, qui est vraiment ce jeune homme? Alors, au lieu de révéler qui il est, Ulysse, l'endurant, le rusé, fait ce qu'il sait faire de mieux. Il ment. Il décide de répondre à une mascarade par une autre mascarade. Au lieu de crier sa joie, il se referme complètement. Il s'invente toute une vie, un fugitif de Crète, un meurtrier en exil qui aurait échoué ici par le plus grand des hasards. C'est une histoire incroyablement détaillée et c'est un mensonge total. Il ne baisse pas sa garde, pas une seconde. Il teste son interlocuteur, il sonde le terrain. Et la réponse du berger, c'est un coup de théâtre. Le jeune homme se transforme et révèle la déesse Athéna. Elle l'appelle par son vrai nom, Ulysse aux 1000 ruses. Elle a percé son mensonge, bien sûr, mais il n'y a aucun reproche dans sa voix. Au contraire, c'est presque de l'admiration un peu amusée. Le jeu est terminé. Les deux plus grands stratèges, un mortel et une déesse, se font enfin face. Bon, les masques sont tombés. Le jeu de dupes se transforme en conseil de guerre. Athéna peut enfin révéler pourquoi la prudence d'Ulysse était plus que justifiée. Le vrai danger, il ne venait pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur de son propre palais. Le point crucial, il est là. Son palais n'est plus le sien. Il est envahi par des nobles arrogants qui tentent de forcer sa femme, Pénélope, à se remarier, tout en dilapidant toute sa fortune depuis 3 ans. S'il s'était présenté à visage découvert, il aurait été tué sur le champ. C'est aussi simple que ça. Le plan d'Athéna est d'une précision militaire. Première étape, le déguisement pour l'infiltration. Deuxième étape, contacter un allié loyal, le porcher Humée, pour établir une base sûre. Troisième étape, le renseignement. Et enfin, 4e étape, réunir les forces en rappelant son fils, Télémaque. Une véritable opération clandestine est en marche. La première étape du plan est aussi la plus radicale et peut-être même la plus humiliante pour un roi, la transformation physique complète d'Ulysse. La déesse ne perd pas de temps. Elle lève sa baguette d'or et elle touche Ulysse. Et là, la magie opère. Et attention, elle ne fait pas que le déguiser. Elle commence à déconstruire le héros, à le défaire pièce par pièce pour le transformer en son opposé absolu. La métamorphose est totale et brutale. Sa peau si belle devient toute flétrie. Ses cheveux blonds tombent. Ses yeux si vifs se ternissent. Et par-dessus tout ça, on le couvre d'haillons sales, noirs de suie. On lui donne les attributs du plus humble des hommes, un bâton de mendiant et un sac tout en lambeaux. Le grand roi d'Ithaque est devenu un vieillard misérable. Il est désormais méconnaissable, prêt à infiltrer son propre royaume. Cette transformation radicale soulève une question assez fondamentale. Pour reconquérir tout ce qui fait son identité, son trône, sa famille, son nom, Ulysse doit d'abord commencer par y renoncer. Il doit devenir un personne, un mendiant anonyme. Alors on peut se demander, un héros doit-il se perdre lui-même pour pouvoir enfin se retrouver? Il y a des histoires qui traversent le temps, et celle-ci, elle nous parle depuis 3000 ans. C'est l'épopée d'un roi, Ulysse, perdu loin de chez lui, et d'un fils qui l'attend. Et nous, on va se pencher sur un moment clé, peut-être le plus fort de toute l'Odyssée, celui des retrouvailles. Alors voilà la question qui est vraiment au cœur de tout ça. Après 20 ans d'absence, comment reconnaître son propre père? C'est simple comme question, mais l'émotion derrière, elle est immense. On parle d'un fils qui, au fond, n'a que des souvenirs vagues de son père, et d'un père que la vie, la guerre, les épreuves ont complètement transformé, au point d'être méconnaissable. On plonge tout de suite dans le premier acte, un retour sous haute tension. Parce que, attention, avant même qu'ils puissent se voir, le danger est absolument partout. Pour Ulysse, comme pour son fils Télémaque, revenir à Ithaque, ce n'est pas du tout une fête. Non, c'est plutôt une mission d'infiltration en territoire hostile. Chaque recoin, chaque ombre peut cacher un ennemi. Et la menace, elle vient de deux côtés. D'une part, Ulysse doit à tout prix rester caché, mais de l'autre, son fils Télémaque est lui carrément pourchassé. Les prétendants, ces hommes qui ont envahi son palais, veulent sa mort. Alors sur les conseils de la déesse Athéna, il est obligé de naviguer de nuit, de rentrer chez lui en secret comme un voleur pour éviter de tomber dans leur piège mortel. Et c'est là, dans un endroit totalement inattendu, la modeste cabane d'un porcher, le fidèle Humée, que tout va se jouer. Un vieux mendiant est là, qui attend.
épuisé, couvert de haillons. Et bien sûr, personne, absolument personne ne se doute que sous ces hardes se cache le grand Ulysse, le roi d'Ithaque lui-même. On passe à la deuxième partie, la rencontre à l'aveugle. Le décor est maintenant en place. Le père et le fils vont se retrouver face à face. Sauf qu'il y en a un qui sait et l'autre qui ignore tout. Et celui qui sait est obligé de se taire à cause de son déguisement. La tension est à son comble. Et là, l'émotion est juste incroyable. Télémaque arrive. Et Eumée, le porcher, qui est un peu comme un second père pour lui, se jette sur lui. Il le serre dans ses bras, il le couvre de baisers, comme un père qui retrouverait son fils unique après des années. Et pendant ce temps, qui regarde la scène en silence? Ulysse, le vrai père. Imaginez ce qu'il doit ressentir à ce moment précis. Et puis, Télémaque se tourne vers le mendiant, donc vers son père sans le savoir, et il lui avoue son impuissance. Lui, le prince, ne peut même pas lui offrir l'hospitalité dans son propre palais. C'est un devoir sacré en Grèce, mais c'est devenu impossible. Les prétendants sont tellement violents qu'un invité se ferait insulter, frapper, et que lui, Télémaque, ne pourrait rien y faire. C'est un aveu terrible. C'est la preuve que le royaume est en plein chaos. Et là, le masque du vieux mendiant commence à se fissurer. En entendant ça, Ulysse ne peut plus se contenir. Sa fureur de roi commence à gronder sous la surface. Et à travers la voix de ce vieil homme supposément faible, c'est une colère terrible qui éclate. Une colère qui nous fait comprendre que la vengeance sera sanglante. Troisième partie. Le temps du secret est révolu. La tension humaine est à son maximum, et donc, il est temps que le divin entre en scène. C'est l'intervention d'Athéna. Alors, Athéna apparaît à l'entrée de la hutte. Mais attention, c'est une apparition particulière. Télémaque, lui, ne voit absolument rien. Le seul à la voir, c'est Ulysse. Par contre, il y a des témoins inattendus, les chiens. Eux, ils la sentent. Ils ne la voient pas, non, ils gémissent de peur. Ils sentent une présence surnaturelle. Ça nous montre bien que le monde des dieux et celui des hommes ne sont pas sur le même plan. D'un simple signe, Athéna fait sortir Ulysse. Elle le touche avec sa baguette d'or, et là, la magie opère. En une seconde, le vieillard courbé disparaît. Ulysse redevient lui-même, grand, fort, la peau tannée par le soleil, la barbe noire. Le mendiant n'est plus. Le roi est de retour. Et il est temps pour lui de se montrer. Et on arrive au cœur de notre histoire, le moment tant attendu, père et fils enfin réunis. Ulysse rentre dans la cabane. Et là, pour Télémaque, c'est la stupeur totale. Le choc, il est terrifié. Le vieil homme qu'il a laissé quelques secondes plus tôt est devenu cet homme-là, c'est impossible. Pour lui, c'est forcément un dieu qui se joue de lui, qui veut le torturer encore plus. Il n'arrive pas à croire une seconde que ça puisse être son père. Et la réponse d'Ulysse, elle est d'une simplicité désarmante, d'une puissance incroyable. Il ne dit pas « c'est un miracle », non. Il dit juste « je ne suis pas un dieu, je suis ton père ». Et ces quelques mots, ils portent en eux 20 ans d'absence, 20 ans d'attente, 20 ans d'amour. Et finalement, le doute de Télémaque s'effondre. L'émotion, qui était retenue depuis si longtemps, explose. Le père et le fils se serrent dans les bras l'un de l'autre, et ils pleurent. Homère utilise une image magnifique. Il dit que leurs cris sont plus perçants que ceux des oiseaux de proie à qui on a volé leurs oisillons au nid. C'est la fin de l'errance, la fin de la solitude. Mais les larmes sont à peine séchées que la réalité les rattrape. La joie est là, c'est certain, mais elle doit vite laisser la place à l'action. Il y a une vengeance à préparer. Le complot se met en place. Alors, faisons les comptes. D'un côté, on a nos forces en présence. 2 héros. Juste 2. Et en face, plus de 100 ennemis. 100 prétendants armés, arrogants, violents. Les chances, elles paraissent quasi nulles. C'est David contre Goliath, puissance 100. Mais Ulysse a une carte maîtresse dans sa manche. Il le dit à son fils, « La force des hommes ne suffira pas, c'est vrai. Mais ils ne sont pas que 2. Ils ont avec eux les 2 plus grands dieux de l'Olympe, Zeus, le roi des dieux, et sa fille Athéna, la déesse de la stratégie. » D'un coup, l'équation change. Ce n'est plus juste une vengeance, c'est le destin qui est en marche. Et le plan d'Ulysse est d'une simplicité redoutable. Il va retourner au palais, encore déguisé en mendiant. Et la mission la plus difficile, elle est pour Télémaque. Il va devoir regarder son père qu'il vient de retrouver, se faire insulter, peut-être même frapper, sans rien dire, sans réagir. Il devra ronger son frein, contenir toute sa rage et attendre. Parce que, comme Ulysse le promet, le jour du jugement approche pour leurs ennemis. Et pendant ce temps-là, justement, la menace se fait plus pressante. Les prétendants apprennent que Télémaque leur a échappé, qu'il est de retour à Ithaque, leur plan a foiré, alors leur colère est immense et ils n'ont qu'une idée en tête, retenter de le tuer, mais cette fois sans échouer. Une véritable course contre la montre est lancée.
Alors, on se retrouve avec cette situation. 2 hommes, oui, mais soutenus par les dieux, face à plus d'une centaine d'ennemis prêts à tout. Le plan est incroyablement risqué, et la question finale reste en suspens. Est-ce que le courage, la ruse et même les dédieux peuvent vraiment suffire face à une telle armée? Le plus dur, en fait, ne fait que commencer. Alors, imaginez un peu la scène. Revenir chez soi après 20 ans d'absence. 20 ans. Et là, personne, absolument personne ne nous reconnaît. C'est précisément le point de départ du retour d'Ulysse. Un roi, oui, mais déguisé en mendiant, qui va devoir affronter toute une série d'épreuves juste pour reconquérir sa propre vie. On va donc suivre Ulysse pas à pas alors qu'il remet les pieds dans son propre palais, totalement incognito. Et là, il va commencer à tester tout le monde, la loyauté de ses proches, mais aussi et surtout l'arrogance de ceux qui ont pris sa place. Et sa toute première épreuve, peut-être la plus déchirante, ne l'oppose pas à un humain. Non, mais à un vieil ami, un ami fidèle. Alors qu'Ulysse s'approche de sa maison, son regard est attiré par quelque chose. Près de la porte, sur un tas de fumier, il y a un vieux chien qui a l'air complètement abandonné. Ce chien, c'est Argos, son chien. Et là, le contraste est brutal. Entre le souvenir du chiot vigoureux qu'il a dressé lui-même et la vision de ce vieil animal, faible, négligé, on mesure d'un coup le poids terrible de ses 20 ans d'absence. En voyant son maître, juste une dernière fois, Argos trouve la force de remuer la queue. Il gémit doucement, et puis il meurt. Ulysse, lui, est obligé de détourner la tête pour cacher une larme. Il ne doit pas griller sa couverture. Bon, une fois à l'intérieur du palais, Ulysse fait face à sa deuxième épreuve. Et celle-là, c'est un test de volonté pure. Il va devoir affronter les prétendants, ces hommes arrogants qui ont littéralement envahi sa maison. L'accueil est glacial. Si certains prétendants lui jettent quelques restes, par pitié ou par mépris, leur chef, Antinéos, est beaucoup plus direct. Il l'insulte ouvertement avec une haine pure. Ulysse, loin de se laisser faire, lui lance une réplique bien sentie. Et là, Antinéos devient foudre-rage. Il attrape un tabouret et le lance de toutes ses forces sur le mendiant, qui est touché en pleine épaule. Et c'est là que c'est incroyable, la réaction d'Ulysse, ou plutôt son absence de réaction. Il ne bouge pas d'1 millimètre, il encaisse le coup, solide comme un roc. C'est une démonstration de maîtrise de soi juste surhumaine. Il cache sa rage pour la suite. La tension ne fait que monter. Un autre mendiant, un habitué des lieux nommé Iros, réputé pour être une brute et un goinfre, voit ce nouveau venu d'un très mauvais œil. Et il décide de le défier. Iros, en gros, veut être le seul mendiant à profiter des restes du festin. Il devient donc très agressif et tente de chasser Ulysse de sa propre maison. L'ironie est totale. Pour les prétendants, c'est une aubaine, un divertissement inattendu. Alors ils organisent le combat, ils promettent une récompense au vainqueur, ils s'amusent comme des fous. Ils n'ont pas la moindre idée du spectacle qui les attend. Au moment où Ulysse se prépare au combat et retire ses haillons, c'est la stupeur. Tout le monde découvre le physique incroyable qui se cachait là-dessous. Des muscles puissants, une carrure d'athlète. Ce n'est pas le corps d'un vieux mendiant. Ulysse, lui, reste calme. Il sait qu'il ne doit pas révéler toute l'étendue de sa force. Un seul coup suffira. Un seul coup. Bien placé. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il frappe Iros juste sous l'oreille. On entend un craquement d'os et la brute s'effondre, inconsciente sur le champ. Et ce n'était pas juste une bagarre, non. En battant Iros avec une facilité aussi déconcertante, Ulysse vient d'envoyer un avertissement. Un message silencieux mais absolument terrifiant à tous les prétendants. Une force redoutable est là, cachée, sous leurs yeux. Le soir commence à tomber. Les prétendants sont encore sous le choc. L'attention d'Ulysse, elle, se déplace maintenant vers les serviteurs de sa propre maison. C'est l'heure de tester leur loyauté. Alors qu'Ulysse demande simplement aux servantes d'aller s'occuper de la reine, Pénélope, l'une d'elles, Mélanto, qui est en fait la maîtresse d'un des prétendants, l'insulte avec une violence inouïe. Et là, changement de ton radical. C'en est fini de l'humilité du mendiant. Ulysse répond avec une autorité froide, une menace à peine voilée, c'est la voix du maître des lieux qui parle. Le masque est en train de tomber. La menace est tellement crédible, tellement réelle, que les servantes déloyales paniquent et s'enfuient complètement terrorisées. C'est un signe très clair. Le pouvoir du véritable maître est en train de réapparaître dans le palais. La journée se termine enfin. Les prétendants, mal à l'aise, finissent par partir. Ulysse se retrouve seul dans le grand hall. Il a passé les premières épreuves et maintenant il a toute la nuit pour planifier la suite, la véritable bataille qui s'annonce. Il a réussi les premiers tests, c'est vrai, mais la question essentielle reste entière et elle est vertigineuse.
Un mendiant a été mis KO, d'accord. Mais comment un homme, seul, peut-il espérer vaincre une centaine d'ennemis armés? Tout est en place pour la confrontation finale. Imaginez un peu, 20 ans que vous êtes parti, 20 ans de guerre, de voyage, et vous rentrez enfin chez vous. Sauf que, personne ne vous reconnaît. Pire encore, votre maison est envahie d'ennemis. C'est le dilemme absolument fou d'Ulysse, et c'est au cœur de cette scène incroyable de l'Odyssée qu'on plonge aujourd'hui. C'est la grande question qui pèse sur Ulysse. Il ne peut pas juste débarquer et dire « Salut, c'est moi, je suis de retour ». Non. Il doit se frayer un chemin dans un véritable champ de mines, fait de doutes, de loyauté attestée et de danger à chaque coin. Pour lui, son identité ce n'est plus un fait acquis, c'est une reconquête. Alors plantons le décor. La scène se passe ici même. Ulysse, complètement méconnaissable sous les fringues d'un mendiant, est assis dans sa propre salle du trône. Et face à lui, il y a Pénélope, sa femme, qui le croit mort depuis des années, et qui décide d'interroger ce mystérieux étranger. Elle ne le reconnaît pas, bien sûr, mais elle sent que cet homme a quelque chose de différent. Et c'est là, vraiment, que toute la tension de la scène prend racine. L'homme qu'elle attend, l'homme qu'elle pleure tous les jours, il est assis juste en face d'elle et elle n'en a pas la moindre idée. Chaque mot qu'ils échangent est lourd d'un sens caché, d'une ironie absolument poignante. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment il construit son mensonge. Regardez bien cette dualité, il ne raconte pas n'importe quoi. Il se tisse lui-même une place dans son propre passé, en se faisant passer pour un simple témoin de la vie d'Ulysse. En fait, chaque mensonge est un petit morceau de vérité déguisée, un appât qu'il lance pour tester la mémoire et la loyauté de Pénélope. Et cette phrase, franchement, elle résume tout. Le gouffre émotionnel qui les sépare à ce moment-là, c'est immense. Elle est complètement submergée par le chagrin, un chagrin qu'il provoque lui-même avec son récit. Et lui, à côté, c'est un masque de fer. Il doit maîtriser sa propre peine, sa propre pitié, pour ne pas tout faire foirer. Sauf que voilà, Pénélope, c'est pas n'importe qui. Le chagrin ne l'a pas rendue naïve, loin de là. Elle est sceptique. Alors elle décide de mettre cet étranger au défi, de le soumettre à un test redoutable. Là, c'est une attaque frontale, une question toute simple en apparence, mais incroyablement dangereuse. S'il se trompe, son histoire s'effondre. S'il a raison, il risque de briser le cœur de Pénélope une deuxième fois. C'est un test de mémoire, oui, mais c'est surtout un test d'authenticité. Et là, la réponse d'Ulysse, elle est d'une précision mais chirurgicale. Ce ne sont pas des détails vagues, hein. Écoutez-moi ça. Un manteau pourpre et moelleux, une agrafe en or avec un chien qui tient un faune qui se débat, une tunique fine comme une pelure d'oignon. Ce sont des souvenirs intimes, des détails qu'un imposteur ne pourrait jamais inventer. Et c'est ça le truc qui est terrible dans sa réaction. Cette preuve, elle ne la réconforte pas du tout. Au contraire, elle ne fait que confirmer la réalité de sa perte. Cet homme qui a vu Ulysse de si près, c'est la preuve vivante qu'il n'est plus là. Et pour couronner le tout, elle ajoute « C'est moi qui lui ai donné ses vêtements ». L'intimité de ce souvenir la dévaste complètement. La tension avec Pénélope est à son maximum, mais l'histoire nous balance un nouvel élément, un nouveau danger. Par un simple geste d'hospitalité, Pénélope va, sans le savoir, mettre le secret d'Ulysse entre les mains de la seule autre personne au monde capable de le percer à jour, sa vieille nourrice, Euryclée. Un acte qui devrait être anodin, laver les pieds d'un invité, se transforme soudain en un moment de suspense insoutenable. Ulysse panique. Il se tourne vers l'ombre, il essaye de cacher ce que seul le toucher peut révéler. C'est un détail physique, une marque de son passé gravée dans sa chair, qui menace de faire capoter tout son plan si bien préparé. Et là, tout s'enchaîne, en quelques secondes à peine. D'abord, le regard, cette ressemblance qui la trouble. Ensuite, le toucher, la preuve que ses yeux refusaient de croire. Le choc, ce bruit de la jambe qui tombe dans la bassine en bronze, c'est le son de la vérité qui éclate. Et enfin, les larmes, un mélange de joie et de douleur, une reconnaissance qui va bien au-delà du déguisement. On est au cœur de cette scène. C'est brut, c'est personnel. Mon petit Ulysse. Elle ne voit pas le roi, elle ne voit pas le guerrier, elle voit l'enfant qu'elle a élevé. Et cette phrase « je ne t'ai reconnu qu'après t'avoir touché », ça montre bien à quel point les sens, le contact intime, sont plus forts que les apparences trompeuses. Bon, ça y est, elle l'a reconnu. On pourrait croire que la pression retombe, que c'est un soulagement, mais pas du tout. C'est une nouvelle crise qui éclate. Le secret a été découvert par la mauvaise personne au mauvais moment. Ulysse doit agir, et vite. Et là, la réaction d'Ulysse, elle est d'une rapidité et d'une brutalité incroyables. Alors qu'Euryclée, folle de joie, veut tout crier à Pénélope, il lui saute dessus et la saisit en la gorge. Il y a bien une intervention divine, Athéna qui détourne le regard de Pénélope au bon moment, mais c'est la violence d'Ulysse qui reprend le contrôle. Ça montre à quel point les enjeux sont énormes. Franchement, cette menace, elle fait froid dans le dos. Il parle à la femme qu'il a élevée, qui vient de le reconnaître avec un amour infini,
et il la menace de mort. Il n'y a plus de place pour les sentiments. Seule la mission compte, reconquérir son royaume. Ce n'est plus le petit Ulysse qui parle, c'est le guerrier impitoyable. Alors, si cette scène fonctionne aussi bien, si on est autant sous tension, c'est grâce à un procédé qu'on appelle l'ironie dramatique. C'est simple en fait. Nous, le public, on sait quelque chose que les personnages ignorent. On sait que le mendiant, c'est Ulysse. Et c'est cette connaissance qui transforme chaque parole de Pénélope en un coup de poignard et chaque geste en un moment de suspense à couper le souffle. Ok, la crise est évitée de justesse. Le secret est gardé, pour l'instant. Euryclée se tait, et c'est pile à ce moment-là que Pénélope, toujours dans l'ignorance la plus totale, va annoncer une décision qui va sceller le destin de tout le monde. Et là, on atteint le sommet de l'ironie. Au moment même où son mari est enfin de retour, elle décide d'abandonner l'attente. Elle va proposer une épreuve pour choisir son nouvel époux. Et elle annonce ça à qui? À l'étranger, qui n'est autre que son mari actuel. C'est fou. Et l'épreuve qu'elle imagine, mais c'est juste un coup de génie. Consciemment ou non, elle choisit un défi que seul et unique le vrai Ulysse peut accomplir. Bander son arc légendaire, puis réussir ce tir d'une précision quasi surhumaine. Ce n'est pas juste un test de force et d'adresse, c'est en réalité un test d'identité déguisée. Et la réponse d'Ulysse est parfaite. Il l'encourage à aller au bout de son idée. Mais ces mots sont une promesse cachée. Il ne dit pas « je vais gagner », il dit « Ulysse sera de retour ». Il se positionne comme le messager de son propre retour, maintenant qu'il a la certitude que l'arme de sa vengeance, son propre arc, sera bientôt de retour entre ses mains. Toute cette scène, au fond, elle nous laisse avec cette question assez vertigineuse. C'est une leçon magistrale sur le contrôle de l'information. Pour Ulysse, la vérité, ce n'est pas un soulagement, c'est une arme. S'il la révèle trop tôt, il meurt. S'il la retient trop longtemps, il perd tout ce pourquoi il s'est battu. Dans ce jeu de masques et de secrets, le plus grand pouvoir, ce n'est pas la force, c'est de savoir exactement quand. Bienvenue à Ithaque. Imaginez une grande salle qui résonne des clameurs arrogantes des prétendants. C'est ici, dans cette ambiance électrique, que le destin d'un royaume et la main d'une reine vont se jouer sur une seule épreuve. Une épreuve que tout le monde pense impossible. Voilà tout l'enjeu. Au cœur de cette histoire, il y a ce défi incroyable, un arc que personne ne peut bander. C'est en fait un stratagème, une ruse géniale, imaginée par une reine pour enfin démasquer le véritable roi au milieu de tous ces imposteurs. On en arrive donc au moment clé. La reine Pénélope, à bout, fatiguée de tous ces hommes qui ont envahi sa maison, fait une proposition audacieuse qui, sans qu'ils le sachent, va sceller leur destin à tous. Alors là, attention, il faut bien voir que ce n'est pas juste un concours de tir à l'arc. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est un test d'identité. Parce que tout le monde est convaincu d'une chose. Seul le vrai roi, Ulysse lui-même, a la force, une force presque divine, pour manier son propre arc légendaire. Et là, la tension monte d'un cran. Le fils d'Ulysse, Télémaque, s'avance. C'est un moment énorme pour lui. Il doit prouver sa valeur, bien sûr, défendre l'honneur de sa mère et, qui sait, peut-être se montrer enfin digne de son père. Et maintenant, place au spectacle. On va assister à la démonstration éclatante de l'arrogance et surtout de la faiblesse des prétendants face à l'arc du roi. Ce qui se passe ici est absolument crucial. On voit bien que Télémaque, il a le potentiel. Il a presque la force. Il y est presque. Mais Ulysse, déguisé en mendiant, est là, dans l'ombre. C'est lui le vrai maître de cérémonie. C'est lui qui tire les ficelles et contrôle chaque seconde de ce qui se passe. Et voilà le coup de génie de Télémaque. Avec ces quelques mots, cette fausse humilité parfaitement jouée, il se retire avec une classe incroyable. En fait, il prépare magnifiquement la scène pour la suite, l'humiliation publique et totale des prétendants. Cette séquence, elle est tellement révélatrice. On voit leurs tentatives pathétiques, leur tricherie. Ils essaient de chauffer l'arc, de le graisser. Tout ça montre une chose, ils ne sont pas à la hauteur. La force brute, la ruse bas de gamme, ça ne peut rien contre un objet qui demande la véritable stature d'un roi. On entend dans leurs propres mots la prise de conscience. L'horreur commence à s'installer, ils réalisent soudain qu'ils ne pourront jamais, mais alors jamais, être à la hauteur de l'homme qu'ils essaient si pitoisement de remplacer. Et alors que les prétendants sont là, vaincus, couverts de honte, une voix s'élève de l'ombre. Une voix à laquelle personne ne s'attendait et qui va provoquer un retournement de situation absolument spectaculaire. On imagine la scène, l'audace folle de cette requête. Ça vient d'un homme que tout le monde prend pour un pauvre mendiant, un moins que rien. C'est un défi direct à tout le monde dans cette salle. Évidemment, la réaction est immédiate et elle est violente. Il se moque, il l'insulte, ce misérable étranger qui a perdu la tête. C'est là la parfaite démonstration de leur arrogance. Une arrogance qui va leur être fatale parce qu'ils sont totalement incapables de voir au-delà des apparences.
Et là, en quelques répliques à peine, tout bascule. On assiste à un véritable transfert de pouvoir. C'est Télémaque qui prend les rênes. Il s'affirme, il renvoie sa mère dans ses appartements, pour la protéger en réalité, et puis il ordonne que l'arc soit remis aux mendiants. À cet instant, c'est lui le maître des lieux. Il a pris le contrôle total. Le silence se fait dans la grande salle. Tous les regards sont fixés sur cet étranger, ce mendiant, qui prend en main l'arme légendaire. La tension est vraiment à son comble. Et attention, ce qu'on voit là, ce ne sont pas des actions au hasard, pas du tout. Ce sont les pièces d'un plan qui se mettent en place. Les alliés secrets d'Ulysse agissent tous en même temps, de manière coordonnée. Ils sont en train de sceller la salle, de la transformer en piège mortel pour ce qui va arriver. La comparaison est juste magnifique. D'un côté, on a la force brute et ridicule des prétendants. De l'autre, l'habileté, l'aisance d'un maître. Ulysse ne force pas, il connaît son instrument. Et là, sa véritable identité commence à percer au grand jour. Ce son, il faut imaginer. C'est la première fois que cet arc chante depuis 20 longues années. C'est plus qu'un son, c'est un présage, un signe clair et musical que le maître est enfin de retour. L'arme vient de reconnaître son propriétaire. Et comme si ça ne suffisait pas, voici le sceau d'approbation divin. Zeus lui-même envoie un coup de tonnerre. Là, il n'y a plus aucune place au doute, les dieux sont du côté du roi légitime. On arrive maintenant à l'apogée du défi. Un moment de pure précision, d'une puissance qui va laisser tout le monde sans voix. Il faut se souvenir de la cible, une cible jugée absolument impossible. La flèche doit passer net à travers les petits trous de 12 fers de hache, parfaitement alignés. Le geste est incroyable. Depuis sa place, sans même prendre la peine de se lever, il tire. Et la flèche file, parfaite, traversant chaque hache sans la moindre difficulté. D'un seul coup, l'arrogance des prétendants est pulvérisée. Et l'identité du mendiant est révélée au grand jour. Le roi est de retour. Et là, dans ces mots, il y a un double sens absolument glaçant. Quand Ulysse parle de préparer leur repas, il ne parle pas d'un festin, non. Il parle d'un jugement, d'une vengeance sanglante qui se prépare. L'arc a parlé, le roi a été révélé, l'épreuve a rendu son verdict. Mais maintenant, la vraie question se pose. La justice va-t-elle enfin s'abattre sur tous ceux qui ont souillé la maison du roi ? Imaginez un peu, rentrer chez soi après 20 ans d'absence. 20 ans. Sauf que ce n'est plus vraiment chez vous. Vous êtes un étranger dans votre propre palais. C'est exactement la situation d'Ulysse au moment culminant de l'Odyssée. Un roi, déguisé en mendiant, armé jusqu'aux dents, et prêt à tout pour récupérer son trône. Et ça va se faire dans le sang. Le décor est planté. Ulysse, toujours sous son déguisement de mendiant, vient de réussir une épreuve de tir à l'arc que tout le monde croyait impossible. Et là, avec ces quelques mots qui glacent le sang, tout bascule. Il vient de révéler ses vraies intentions. L'épreuve est peut-être terminée, oui, mais le massacre, lui, ne fait que commencer. Et tout commence avec un premier acte de violence. Un acte soudain, brutal, complètement inattendu, qui vise directement le chef des prétendants. C'est vraiment l'étincelle qui va mettre le feu à toute la salle. Et sa cible, c'est Antinoos, le plus arrogant de tous, le plus violent. Lui, à ce moment-là, il est complètement détendu. Il ne se doute de rien, il est en train de lever sa coupe en or pour boire un coup. Il ne le sait pas encore, mais c'est la dernière chose qu'il fera de sa vie. La flèche d'Ulysse, elle ne manque pas à sa cible. Elle file droit, d'une précision chirurgicale, et vient se planter dans la gorge d'Antinoas. Il est tué sur le coup. Et là, c'est le chaos. Le chaos total. La coupe tombe, le sang gicle, il bascule en arrière et renverse la table. C'est la panique, l'horreur s'installe quand les autres prétendants comprennent enfin ce n'était pas un accident. Pas du tout. C'est le début d'une exécution. Alors là, attention, parce que ce qui se passe maintenant est crucial. Ulysse ne se contente pas de tuer. Il prend la parole. Il va exposer ses raisons, sa justification morale. Ce qu'il veut faire comprendre à tout le monde, c'est que ce n'est pas un meurtre. Non, c'est une sentence. C'est la justice d'un roi. Et d'un coup, le vieil homme fragile, le mendiant, disparaît. Ulysse se révèle enfin. Toute la fureur qu'il a gardée en lui pendant 20 ans, elle explose. Le mépris dans sa voix est absolu. Le message est clair. Le roi est de retour chez lui. Tel un procureur, il dresse la liste de leurs crimes. Un par un. Vous avez pillé ma maison. Vous avez abusé de mes servantes. Vous avez essayé de prendre ma femme alors que j'étais encore en vie. Mais au fond, le pire crime, leur faute capitale, c'est leur orgueil démesuré. Ils n'ont eu peur ni des dieux, ni du retour de bâton. Et pour une telle offense, le verdict est sans appel. C'est la mort. Alors là, panique à bord. Eurymache tente le tout pour le tout.
une négociation de la dernière chance. Il essaye de mettre toute la faute sur Antinous, qui est bien mort et ne peut plus se défendre. Il va même jusqu'à promettre de tout rembourser, de couvrir Ulysse d'or et de bronze pour calmer sa colère. Mais Ulysse, il ne pliera pas. Sa réponse est implacable, sans appel. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'honneur et de vengeance. Il le dit clairement, même s'il lui donnait toute leur richesse, jusqu'au dernier centime, ça ne changerait rien. Il ira jusqu'au bout. L'heure de la diplomatie est terminée. Bon, les négociations c'est fini, ça n'a servi à rien. Les prétendants comprennent qu'il n'y a plus qu'une seule issue, se battre pour survivre. La grande salle du palais se transforme alors en champ de bataille. Eurymache tente une sortie. Il mène la charge, mais il se fait abattre direct par une flèche d'Ulysse. Dans la foulée, son fils Télémaque transperce un autre assaillant avec sa lance. Le père et le fils sont d'une efficacité redoutable. Les premiers assauts sont repoussés sans problème. Sauf que, tout d'un coup, le vent tourne. Ulysse se retrouve à court de flèches. Et pire encore, un traître, Mélantios, réussit à se faufiler jusqu'à la salle du trésor et en rapporte des armes pour les prétendants. Le rapport de force vient de s'inverser complètement. Ils ne sont plus que 4 face à des dizaines d'ennemis maintenant armés de lances et de boucliers. Et tout ça, c'est la faute d'un seul homme, Mélantios, le chevrier, un serviteur en qui Ulysse avait confiance, mais qui choisit le mauvais camp au pire moment possible. Par sa trahison, il a failli faire échouer tout le plan d'Ulysse. Et surtout, il vient de signer son propre arrêt de mort, et on verra que son châtiment sera particulièrement atroce. Et pile au moment où on se dit que c'est fichu, que tout est perdu, une aide divine se manifeste. Athéna, la déesse protectrice d'Ulysse depuis toujours, décide que c'est le bon moment pour entrer en scène. Alors, elle arrive déguisée en mentor, un vieil ami de la famille. Mais attention, elle n'est pas là pour se battre à sa place tout de suite. Non, non. En fait, elle vient le tester une dernière fois. Elle le provoque un peu, lui rappelle sa force et sa ruse légendaires pendant la guerre de Troie. Et une fois qu'elle est sûre qu'il a encore la rage de vaincre, elle se transforme en hirondelle et s'envole sur une poutre pour observer la suite. Son intervention est discrète mais absolument décisive. Imaginez la scène. Les prétendants lancent une volée de lances, tous en même temps, pour en finir. Et là, hop, Athéna, d'un geste invisible, les dévie toutes. Pas une seule ne touche Ulysse ou ses hommes. Par contre, quand Ulysse et les siens ripostent, chaque tir, chaque coup de lance atteint sa cible. C'est comme si un bouclier divin les protégeait. Et pour décrire ce carnage, le texte utilise des images des images vraiment puissantes. Ulysse et ses alliés sont comparés à des vautours qui fondent sur une volée de petits oiseaux terrifiés. Et les prétendants, eux, sont décrits comme des poissons pris au piège dans un filet, qu'on remonte sur la plage et qui se débattent sans espoir. En gros, c'est fini pour eux. Il n'y a aucune échappatoire possible. Voilà, la bataille est terminée. Le sol est rouge de sang jonché de cadavres. Mais le travail d'Ulysse, lui, n'est pas encore fini. Maintenant, il faut juger les survivants, punir les traîtres et surtout purifier cette maison souillée par la violence. Et maintenant, c'est l'heure des comptes. Le devin Léodès, qui a collaboré avec les prétendants, est exécuté sans pitié. Mais Ulysse sait aussi faire preuve de discernement. Le barde Phémios et le héros Médon, qui ont servi les prétendants sous la contrainte, sont épargnés. On voit bien qu'Ulysse fait la part des choses. Ce n'est pas une boucherie aveugle. Et c'est là que sa vieille nourrice, Euryclée, lui fait le rapport. Et les chiffres sont terribles. Elle lui apprend que la trahison venait aussi de l'intérieur, du personnel de la maison. Sur 50 servantes, 12 ont été déloyales. Elles ont non seulement couché avec les prétendants, mais en plus, elles ont manqué de respect à sa maison et à sa femme. Et la punition, elle va être terrible et méthodique, en 3 temps. D'abord l'humiliation. Les 12 servantes coupables sont forcées de nettoyer la salle du massacre, de transporter les cadavres de leurs amants. Ensuite, l'exécution. Télémaque les pend toutes, en même temps, dans la cour. Et enfin, le châtiment le plus horrible est réservé au traître Mélantios. Il est emmené, torturé et démembré vivant. C'est d'une cruauté absolue. Et pour finir, pour vraiment tout effacer, il y a un dernier acte. Presque un rituel. Ulysse demande du feu et du soufre, des éléments considérés à l'époque comme de puissants purificateurs. Il va purifier la grande salle, la cour, toute la maison. Le but, c'est de laver non seulement la saleté physique du massacre, mais aussi la souillure spirituelle laissée par la trahison. La maison est maintenant propre, purifiée. Ulysse a repris son trône. Mais on reste avec une question assez troublante. Après un tel bain de sang,
Après une violence aussi extrême, est-ce qu'un endroit souillé par tant de morts peut vraiment redevenir un jour un vrai foyer? Bonjour, aujourd'hui on plonge dans une des scènes les plus poignantes, les plus célèbres de toute la littérature, les retrouvailles d'Ulysse et Pénélope. C'est une histoire qui pose une question, mais alors une question fondamentale. Comment reconnaître quelqu'un quand le temps et les épreuves ont absolument tout changé? C'est une quête d'identité, de confiance, qui va se construire autour d'un secret, un secret profondément enfoui. Alors, essayons de nous mettre à la place de la reine Pénélope. Imaginez, 20 ans d'attente, 20 ans! Et soudain, un étranger vêtu de haillons débarque et prétend être son mari, le grand roi Ulysse, que tout le monde croit mort depuis des lustres. Comment peut-elle en être sûre? Ce n'est pas rien, la survie de son royaume et la paix de son propre cœur en dépendent. Tout commence avec une nouvelle, mais une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe. La vieille nourrice, Euryclée, elle a reconnu Ulysse. Et la voilà qui court vers les appartements de la reine, complètement folle de joie, à bout de souffle. On peut presque voir la scène. Euryclée qui secoue Pénélope pour la réveiller, en lui criant ce qu'elle attend d'entendre depuis 2 décennies. Ce n'est pas juste le retour de son mari, non, c'est la fin du cauchemar. Les prétendants, ceux qui pillaient sa maison, qui menaçaient son fils, ils ont été anéantis. C'est la libération totale. Enfin, du moins pour Euryclée. Parce que c'est là que le vrai drame commence. D'un côté, on a la joie pure, la certitude absolue d'Euryclée. Et de l'autre, la réaction de Pénélope, c'est un mur de glace. Il faut comprendre, ça fait 20 ans qu'elle se méfie de tout et de tout le monde, qu'elle repousse les menteurs, les opportunistes. Elle s'est forgée une armure. Sa réponse dit tout. Pour elle, cette nouvelle est tellement improbable que ça ne peut être qu'un tour des dieux, une farce cruelle. Elle préfère se réfugier dans le sommeil, là où elle n'a plus besoin d'espérer, plutôt que de risquer une nouvelle déception, une de plus. Son cœur s'est blindé avec le doute. Mais Euryclée ne lâche pas l'affaire. Elle a une preuve physique. Cette fameuse cicatrice qu'Ulysse a sur la jambe depuis qu'il est enfant. C'est une marque d'identité que tout le monde connaît. Mais même ça ne suffit pas pour Pénélope. Après tout, une cicatrice, ça se raconte, ça peut se savoir. Non, il lui faut une preuve que personne, absolument personne d'autre monde, ne peut connaître. Pénélope descend donc de sa chambre, le cœur lourd, rempli d'incertitude. Elle va se retrouver face à cet homme qui dit être son mari. La confrontation est devenue inévitable. Elle passe le seuil, elle s'assoit en face de lui. Et là, le silence. Un silence incroyable, un silence chargé de 20 années de guerre, de voyage, d'attente, de chagrin. C'est comme un abîme de temps qui les sépare. Dans sa tête, c'est le chaos le plus total. Elle le dévisage, elle cherche une étincelle, un reflet du jeune homme qu'elle a connu. Parfois, elle croit le voir, et puis l'instant d'après, non, ce n'est qu'un étranger usé par la vie. L'espoir et la méfiance se livrent une bataille terrible et silencieuse en elle. Et Ulysse, de son côté, il est blessé. Il est blessé parce qu'il prend pour de la froideur. Il a bravé les monstres, défié les dieux pour rentrer chez lui, et il est accueilli par quoi? Le silence et la méfiance. Sa frustration est immense, on la sent. Il va jusqu'à l'accuser d'avoir un cœur de fer. Et c'est là, à ce moment précis, que Pénélope, avec une intelligence juste remarquable, met en place son test final. Elle va le piéger d'une manière que seul, et je dis bien seul, le véritable Ulysse pourra comprendre. C'est ça qui est génial. Elle ne va pas lui poser une question directe, ce serait trop simple. Non, elle va tendre un piège subtil, caché dans un ordre qui a l'air tout à fait anodin. Tout va dépendre de sa réaction. Elle demande à sa nourrice d'aller chercher leur lit conjugal et de le sortir de la chambre. Pour n'importe quel étranger, cette demande semblerait normale. Mais pour Ulysse, c'est une demande impossible. Et même une insulte. On en arrive donc à la réaction d'Ulysse. Et cette réaction, ça va être la preuve irréfutable que Pénélope attendait depuis si longtemps. Et là, il explose. Mais ce n'est pas de la confusion, non, c'est de l'indignation. Une colère noire. Qui a déplacé mon lit? Pour lui, c'est une profanation. C'est quelque chose d'impossible. Il sait quelque chose que personne d'autre, à part Pénélope, ne peut savoir. Et ça, c'est exactement la réaction qu'elle espérait. Ulysse révèle alors le fameux secret. Il se met à expliquer comment il a construit leur chambre à coucher autour d'un olivier massif qui poussait là. Il a taillé le tronc de l'arbre pour en faire le pilier central du lit. Le lit est donc littéralement enraciné dans le sol. Il fait partie des fondations de la maison. Il ne peut pas bouger, il est immuable. Et voilà la preuve. Là voilà l'ultime preuve. Ce n'est pas une cicatrice, ce n'est pas une apparence.
C'est un souvenir partagé, un acte de création qu'ils ont en commun et qui symbolise la fondation même de leur mariage. Aucun imposteur, jamais, n'aurait pu connaître ce détail si intime. La vérité est enfin là, éclatante. Et d'un coup, les 20 années de doute, de méfiance, tout ça s'effondre pour laisser la place à l'émotion pure. En entendant la description si précise du lit, toutes les défenses de Pénélope tombent. Le doute s'évapore, c'est bien lui, c'est son Ulysse. L'émotion est tellement forte qu'elle a l'impression que ses genoux, que son cœur vont lâcher. En larmes, elle se jette dans ses bras. Elle s'excuse. Elle lui explique que sa prudence, sa froideur, ce n'était pas un manque d'amour, non. C'était une stratégie de survie. C'était sa seule façon de protéger son cœur et de protéger le trône d'Ithaque pendant toutes ces longues années. Et pour marquer ces retrouvailles vraiment épiques, la déesse Athéna elle-même intervient. Elle prolonge la nuit, pour leur donner le temps de se raconter leurs 20 ans de souffrance. Et puis, à l'aube d'un jour nouveau, Ulysse sait que ce n'est pas tout à fait fini. Sa prochaine tâche, c'est d'aller retrouver son propre père. Finalement, toute cette histoire nous laisse avec une question assez profonde. Qu'est-ce qui définit vraiment qui nous sommes aux yeux des autres? Est-ce notre apparence physique qui change tout le temps, les marques que la vie nous laisse comme une cicatrice, ou bien est-ce que notre identité la plus véritable, la plus profonde, ne réside pas plutôt dans les souvenirs, dans les secrets que l'on partage uniquement avec ceux qui comptent le plus pour nous? Alors, la fin de l'Odyssée, on la connaît tous, n'est-ce pas? Ulysse rentre, il massacre les prétendants, fin de l'histoire. Eh bien, pas tout à fait. Ce qu'on prend pour la fin, c'est en fait juste le début d'un autre chapitre. Un chapitre souvent zappé, beaucoup plus sombre, qui nous plonge dans une spirale de rage, d'intervention divine, et qui se termine par une paix, disons, assez particulière. Allez, c'est parti, on va voir ce qui se passe vraiment après le massacre. Sur le papier, tout a l'air parfait. Le héros est de retour, les méchants sont morts, Ulysse a repris sa place, il a fait le ménage, si on peut dire. On pourrait se dire, ça y est, justice est faite, tout est rentré dans l'ordre. Sauf que non. En réalité, c'est là que les vrais problèmes commencent. Parce que ce massacre, ce grand acte de justice, eh bien, il va mettre le feu aux poudres. Au lieu d'apporter la paix, la victoire d'Ulysse est sur le point de déchirer Ithaque et de déclencher une véritable guerre civile. Et le plus fou dans tout ça, c'est que tout part d'un moment qui devrait être purement joyeux, une simple réunion de famille. C'est cette petite scène, privée, intime, qui va provoquer une fureur publique, une véritable confrontation armée. C'est ça tout le paradoxe de la fin de l'Odyssée. Alors, imaginons la scène. Loin de l'agitation du palais, Ulysse part retrouver son père, le vieux Laërte. Il le trouve là, dans son jardin, complètement rongé par le chagrin, en train de travailler la terre. Il y a ce moment incroyable où Ulysse joue un peu avec lui avant de se révéler, et puis, l'étreinte. 20 ans. 20 ans d'absence, de guerre, de galère qui s'effacent en un instant. C'est un moment de calme, de paix totale. Sauf que cette paix, elle ne va pas durer. Pendant qu'Ulysse et son père partagent un repas, tranquillement, la nouvelle du carnage au palais commence à circuler dans la ville. La rumeur enfle, elle se propage comme une traînée de poudre, et ce qui était une affaire privée, une vengeance dans le huis clos du palais, est en train de se transformer en une crise publique majeure. Et voilà, on a ce contraste saisissant. D'un côté, une scène hyper intime, un père et un fils qui se retrouvent après 20 ans, la joie pure. Et de l'autre côté, dans la ville, c'est tout l'inverse. C'est le deuil, la colère. Les familles des prétendants viennent chercher les corps de leurs fils, de leurs frères. Et leur chagrin, il se mue très vite en une soif de vengeance absolue. Du coup, le conflit change de décor. Il quitte l'intimité des foyers pour éclater au grand jour, sur la place publique, l'agora. Et avant de sortir les épées, on va sortir les mots. C'est un débat qui va décider de l'avenir de toute l'île. Le premier à prendre la parole, c'est Eupythès. C'est le père d'Antinoos, le tout premier prétendant qu'Ulysse a tué. Autant dire qu'il a la rage. Son discours est simple, brutal. Il parle d'honneur, de deuil. Pour lui, la question ne se pose même pas. Il faut venger leur mort. Point final. Et pour rallier tout le monde à sa cause, il va carrément faire le procès d'Ulysse. Il le dépeint non pas comme un héros, mais comme un fléau. Il leur dit en gros, ce type a déjà perdu toute une génération d'hommes à Troie, et maintenant il rentre pour tuer nos meilleurs jeunes. L'accusation est limpide. Ulysse est un danger public. Mais bon, au milieu de toute cette fureur, deux voix s'élèvent pour calmer le jeu. Ce ne sont pas des amis d'Ulysse, non. Ce sont juste des sages qui vont essayer de faire entendre raison à la foule en invoquant quelque chose de bien plus grand, la volonté des dieux. D'abord, il y a le devin, Halitorcès. Lui, il voit clair. Il retourne complètement l'argument. Il leur dit « Mais attendez, c'est votre faute. Vous n'avez rien fait quand vos fils pillaient la maison d'Ulysse. » Il les met face à leur propre lâcheté. Et surtout, il lâche une bombe. Ulysse n'était pas seul. Les dieux étaient de son côté.
Et comme pour confirmer ses dires, le héros Médon, qui a tout vu, intervient. Il jure sur ce qu'il a de plus sacré, qu'il a vu un dieu, qui ressemblait à Mentor, se battre aux côtés d'Ulysse. Là, imaginez le silence. La peur s'installe. Parce que s'attaquer à Ulysse, ça veut peut-être dire s'attaquer aux dieux eux-mêmes. On pourrait croire que ça va les calmer, mais non. La colère est trop forte, la soif de sang est plus puissante que la peur des dieux. Dans un vacarme assourdissant, la majorité de l'Assemblée se lève d'un bloc. Ils courent prendre les armes. La décision est prise, ce sera la guerre. Voilà, c'est fait. L'armée des Vengeurs marche sur Ulysse et sa famille. Le conflit mortel est lancé. Sauf que cette bataille ne va pas se jouer qu'entre humains. Les dieux ont décidé de s'en mêler. Pendant ce temps, là-haut, sur l'Olympe, Athéna va voir son père, Zeus. En gros, elle lui demande « Tu vas vraiment les laisser s'entretuer ?» Et la réponse de Zeus est claire et nette « Non, c'est terminé. » Il ordonne la fin des combats. Mais il va plus loin. Il veut une paix totale, une réconciliation. Il décrète qu'il faut carrément oublier le massacre et que l'amitié doit renaître. Et il dit à Athéna « Vas-y, fais ce qu'il faut pour que ça arrive. » Et sur le terrain, l'intervention est spectaculaire. D'abord, Athéna donne une force surhumaine au vieux Laërte. Le vieil homme, qui tenait à peine debout, lance sa javeline et tue Euptès, le chef des rebelles, d'un seul coup. Le leader est mort. Ulysse et son fils Télémaque, complètement déchaînés, en profitent et se préparent à achever tout le monde. On se dirige tout droit vers un deuxième massacre. Mais il va être stoppé net. Soudain, une voix tonne au-dessus du champ de bataille. C'est la voix d'Athéna elle-même. Et ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre divin, absolu, qui ne souffre aucune discussion. L'effet est instantané et surnaturel. Les assaillants sont frappés d'une terreur sacrée. Ils lâchent leurs armes, leurs genoux tremblent et ils se mettent à fuir dans la panique la plus totale. Ce n'est plus une peur normale, c'est la peur du divin. Mais il y en a un qui ne s'arrête pas. Ulysse. Il est tellement pris dans sa rage guerrière qu'il continue de charger les fuyards. Et là, intervention du grand patron. Zeus en personne lance un éclair qui s'écrase juste devant Athéna. Ce n'est pas pour tuer qui que ce soit, c'est un avertissement, un dernier appel à l'ordre. Et il est spécifiquement pour Ulysse. Le message, c'est « Toi aussi, ça suffit maintenant ». Cette fois, Ulysse comprend. Il s'arrête. La bataille est terminée. Mais il faut bien réaliser que la paix qui va suivre, ce n'est pas une paix qu'on a gagnée à la dure, ni une paix négociée. C'est une paix qui a été imposée d'en haut. Et ça, c'est un concept vraiment intéressant. La paix forcée ou forgée par les dieux. Ce n'est pas une vraie réconciliation qui vient du cœur des hommes. Non, c'est une obligation. C'est comme si l'épopée nous disait que les humains, laissés à eux-mêmes, sont juste incapables de sortir du cycle œil pour œil, dent pour dent. Alors, pour que tout ça devienne officiel, Athéna se déguise à nouveau en mentor que tout le monde connaît et respecte. Et sous cette apparence, elle va jouer les médiatrices et faire prêter serment aux deux camps. Un traité de paix est signé, un pacte qui doit garantir la paix pour de bon. La guerre civile est bel et bien terminée. Et c'est là-dessus que l'Odyssée nous laisse. C'est assez fou quand on y pense. Après des milliers de vers qui célèbrent l'intelligence, la force, la résilience d'un homme exceptionnel, la morale de l'histoire, c'est qu'il a fallu que les dieux interviennent en personne pour l'empêcher, lui et son peuple, de s'anéantir mutuellement. Ça laisse songeur, non ? On peut se demander si le véritable exploit d'Ulysse, sa plus grande épreuve, ce n'était pas de rentrer à Ithaque, mais d'apprendre tout à la fin qu'il y a un moment où il faut savoir poser les armes.